Bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Et je crois que Craig est là, Et oui, Craig est là. Du coup, bonjour sur l'épisode 3 de un énième podcast de jeux de société. Bonjour Richard. Mais bonjour le magnifique. Et toujours bonjour Craig, qui est là à tous nos podcasts. Mais cher Craig, il est fidèle. Oui, c'est notre premier auditeur. C'est vrai. Et c'est même notre premier assistant, on peut le dire. C'est vrai. On a des assistants qu'on mérite, hein, et on mérite Craig. Tout à fait, je suis assez d'accord. En plus, il ne coûte pas cher. Quel est le sommaire du jour? Hop, c'est une question que tu me poses? Bah oui, tu vois, la dernière fois c'est moi qui ai fait le sommaire. Faut que tu travailles un peu aussi, hein. Mais avec plaisir. Alors donc, d'abord, on va faire un test de jeu et on va tester Altered. Oh. Ensuite, toc toc, on va, le classer dans notre classement de jeux qui pour l'instant compte 2 jeux. On va voir la question de la semaine et la question de la semaine sera: quels sont tes jeux préférés les plus inavouables? Et ensuite, nous aurons la partie proto où nous devions construire un jeu de backbuilding et on Mhm. terminera avec le jeu qui nous fait de l'œil. Alors Altered, un jeu pas de Corentin Lebras. Pour une fois. Ouais, je trouve qu'on n'est pas du tout constant dans nos adorateurs de différents auteurs. Un jeu de qui, Mmh. du coup? Un jeu de Max Flivé et de Ting Young-hu. Je dis forcément très mal son nom. Mais c'est un TCG français normalement qui a commencé sur Kickstarter et qui marche plutôt bien, si je ne m'abuse. Et moi, j'en ai entendu que du bien, en tout cas. Donc, c'est édité par Equinox, c'est-à-dire qui a été monté pour l'occasion. Et moi, j'avais vu dedans qu'il y avait Régis Bonnecé. Oui, alors je sais plus qui c'est, mais il me semble qu'il y a quelqu'un qui, dans l'équipe de Equinox, qui travaille qui était patron d'une autre boîte, qui a revendu toutes ses parts pour monter justement Equinox et monter Mmh. Altered. C'est vrai que j'aurais pu bosser cette partie-là de l'histoire. Je l'ai pas fait. Voilà. Amateurisme total. Moi, tu vois, Régis Bonnecé, c'est le gars qui a fait Dice Forge, Seasons et Dixit. Voilà, Eh rien ben, que c'est ça. c'est sans doute lui qui a revendu des parts de je sais pas trop quoi pour monter Equinox. Eh ben très bien. Eh ben jouons. Peut-être expliquons un peu Est-ce le jeu. qu'on rappelle les règles ou ouais? Oui, succinctement, hein, pour les gens qui connaissent pas forcément, 1 Altered et 2 les TCG en général. Alors, donc Altered d'ailleurs, on va dire comment? Altered. Ici on est en France, moi j'aurais dit Altered, mais chacun fait comme il veut, hein. Bah, allez, Altered. Altered, donc c'est un peu complexe parce que donc c'est un TCG, Trading Card Game ou, jeu de cartes à collectionner, donc comme Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Tout ça. Mais, il est un petit peu complexe à expliquer à mon avis parce qu'il y a du jargon qui est propre au jeu. Il y a des zones de jeu qui sont pas évidentes, je trouve, à expliquer et il y a un principe global d'expédition qui est pas facile aussi à résumer. Mais donc, grosso modo, Altered, ça oppose 2 joueurs qui sont séparés par une ligne de cartes. Cette ligne, elle symbolise un monde que, les joueurs vont devoir traverser au cours de la partie, qui est divisé en 3 régions: montagne, forêt, mer. Chaque joueur a un deck d'au moins 40 cartes, qui comprend notamment un héros et un compagnon. On place chacun de ces 2-là, le héros et le compagnon, à un bout et l'autre bout du monde qui est constitué par les cartes sur la table. Et le premier qui fait se rejoindre le héros et le compagnon gagne la partie. On est d'accord jusque-là? Ça te paraît correct? Ah oui, complètement, oui. Alors du OK. coup, le jeu comporte plusieurs zones. Du coup, ben, la zone de tumulte, le terrain, là où il y a le héros et le compagnon. La zone de réserve qui serait une sorte de seconde main, où il y a des cartes qui vont arriver dans la réserve, qu'on pourra jouer comme si elles étaient dans notre main, mais pour leur coup de réserve. Parce que les cartes ont deux coups, un coup normal, joué dans la main, un coup de réserve, joué dans la réserve. Et le jeu se joue donc en tours, enfin ou en manches, enfin je sais pas comment ils appellent ça, mais en tout cas, c'est des phases successives. En journée. Oui, en journée, bah oui, tout simplement. C'est des phases qui, enfin, une journée de voyage se déroule en 5 phases: le matin, le midi, l'après-midi, le crépuscule et la nuit et à chaque fois, on déclenche des effets différents. Le matin, on pioche des cartes, et on récupère les manas, donc l'énergie qu'on n'a pas utilisée ou qu'on enfin, on récupère notre énergie totale, pardon. Le midi, on déclenche les cartes qui ont des capacités midi. L'après-midi, c'est le moment où on joue et on va notamment jouer des personnages dans une zone de jeu que tu as rappelé qui s'appelle l'expédition. Ensuite, il y a le crépuscule où on compte les points des personnages dans chacune des expéditions et l'expédition gagnante permet de faire avancer le personnage ou le héros au choix.
suivant l'expédition dans laquelle on est. Et ensuite, il y a la nuit où on nettoie les cartes, on défausse tous les personnages qui ont été posés, sauf ceux qui ont une règle contraire à cet effet, je dirais global, et on repart sur un nouveau tour. Et donc, Bah, nickel, hein. ouais, et donc, rajoutons aussi, qu'il y a plein de factions différentes qui ont chacun leur philosophie de jeu, leurs règles propres, et cetera, qui vont s'opposer, et que les personnages ne marquent qu'en fonction du type de terrain sur lequel ils sont placés. Voilà. Et ils marquent où ils ont aussi une force, Mmh. c'est des points ou c'est des. Bah, leur force ne fonctionne que s'ils sont sur le bon terrain ou alors ils ont des forces, faudra qu'on regarde les cartes, Très là je bien. me souviens plus. Eh ben, très bien. Autre chose à rajouter? Je pense qu'on a fait un bon tour du jeu, hein. Non, c'est bien, ouais. Ah oui, lorsqu'on commence, on a 6 cartes en main, on va en défausser 3 qui vont constituer notre mana, pour pouvoir jouer les cartes. Les cartes, ont chacun un mana, bah, du coup, un coût qu'il va falloir dépenser pour pouvoir jouer les cartes. Ensuite, je me souviens pas comment on récupère du mana, on pioche 2 cartes et on en remet un dans le mana? Ouais, c'est ça. En fait, tu pioches 2 cartes après le premier tour de jeu et je crois que tu peux, c'est une faculté, tu peux en mettre une dans ta réserve de mana. Moi, j'ai joué qu'une fois, c'était il y a un petit moment quand le jeu est sorti, ce qui fait que je me souviens plus Mmh. très bien comment ça se joue. Et ben moi j'ai jamais joué et j'ai hâte. J'ai relu les règles, normalement ça devrait bien se passer. Commençons. Alors je sais pas si on peut choisir son deck sur BGA. Alors, oui, on sélectionne sa faction, donc j'en connais aucune. Je vais prendre forcément la faction avec l'énorme renard. Ouais. OK, donc premier tour de jeu, on doit sélectionner les 3 cartes qui vont constituer, notre mana de départ. Donc là, il va falloir, bah, lire un peu les cartes. Oui, c'est vrai que c'est une tactique. Moi, j'aurais dit conseil tactique. Les cartes qui coûtent trop cher, de toute façon, vous ne pourrez pas les jouer dès le départ et vous en piocherez forcément des mieux plus tard. Du coup, autant directement les défausser. Mais c'est une tactique qui ne marche que quand vous ne connaissez pas forcément les cartes et que vous n'avez pas envie de les lire. OK, moi c'est bon. Ouais, du coup, là, on a chacun choisi les 3 cartes qui composent notre mana. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Le pouvoir de mon personnage, qui est Teija et Noura. Alors, le premier personnage que vous jouez chaque après-midi gagne un boost. Un boost est un compteur plus un plus un plus un. Retirez-le lorsqu'il quitte la zone d'expédition. Pas mal. C'est pas dégueulasse. Du coup, moi, mon personnage qui s'appelle, Kojo et Bouddha. À midi, si vous êtes le premier joueur, créez un jeton compagnon 2-2-2, donc c'est-à-dire, qui marque 2 en plaine, 2 en montagne, 2 en mer, dans votre expédition compagnon. Ce qui est bien aussi. Du coup, là, on est quand? On est le matin? On est le midi? On est le soir? Bah, j'aurais imaginé que sur les jeux, il devait y avoir quelque part un compteur de phase. Ah, parce que là, je vois que c'est écrit qu'on est l'après-midi. Ouais, ouais, effectivement, on n'a pas eu de midi. Sans doute que Pour ce qui est dommage parce que moi j'ai une capacité ah oui, mais je suis pas le premier joueur. On n'a pas de capacité en jeu, je pense. aucun de nous deux n'avait des actions possibles le matin et C'est le ça. midi, Ouais. qui fait que BGM nous a directement passé à l'après-midi. Alors là, évidemment, il y a une situation qu'on n'a pas dite, c'est que sur le monde qui est symbolisé par les cartes centrales là, les cartes terrain ne sont pas retournées encore. Ah, c'est Donc vrai. pour l'instant, on sait pas ce que nos compagnons qu'on risque de jouer, vont marquer. C'est aussi un jeu de tir à la corde, c'est-à-dire que celui qui a le plus dans un terrain avancera, normalement, c'est ça? Je crois que c'est ça. Mais ça compte par expédition parce que c'est soit tu fais avancer l'expédition de ton compagnon, soit l'expédition de ton héros. Oui. Alors, je dois choisir une action ou passer. Donc là, on est toujours dans l'après-midi, hein. Oui, parce qu'on doit chacun jouer une carte, à tour, jusqu'à que chacun de nous 2 passe. Moi, j'ai passé. D'ailleurs, c'était mon tour, j'ai passé. Ah, on a complètement oublié de dire ce qu'on jouait. Du coup, moi, j'ai joué, la fille d'Yggdrasil, qui était pour 3 une 5-5-3, une 5 feuilles, 5 montagnes, 3 3 d'eau. Et comme c'est la première carte que j'ai jouée, j'ai gagné plus un plus un plus un grâce au pouvoir de mon personnage. Elle est très, très forte, hein, la vache. Eh oui. Je l'ai joué côté, non, côté héros. Côté héros. Et toi, tu as joué quoi? Moi, j'ai joué la traceuse Bravos, donc c'est une 3-3-3 et pour moi, c'est tout. Elle a un effet supplémentaire, mais je n'arrive pas à reconnaître l'icône, c'est une flèche. Elle peut gagner fugace. Si elle est envoyée à la réserve, on peut la défausser à la place. Je comprends pas bien à quoi ça sert, Ah mais oui, en fait, c'est un ah, malus. d'accord. Quand fugace, ça veut dire que à la place d'aller dans ta réserve, quand elle devrait aller dans la réserve, elle va être dans ta défausse. D'accord. Parce qu'elle ne coûte pas cher, elle est forte, donc elle a un malus. Alors que moi, j'ai aussi un malus, c'est-à-dire que quand j'ai joué la fille d'Yggdrasil,
tu as pu Mmh. piocher une carte, c'est son effet. Tu te fais piocher une carte. OK, bah, écoute, je pense que je vais passer aussi et donc oui et je l'ai joué côté, compagnon. Donc Du coup, côté, héros, j'ai avancé, il y avait ouais, parce que j'avais le plus de points, côté héros et toi, tu as avancé côté compagnon. tout à fait et donc là, elle est dans ta zone de réserve, toi et moi, elle est, dans la défausse. Mmh. Et donc là, on a pioché 2 cartes et on va pouvoir en défausser une en mana. En fait, on pioche 2 cartes et on défausse une, mais on défausse une carte de notre main, n'importe laquelle. Mmh, On a chacun défaussé une carte de mana. tout à fait. C'est quoi ça? Pourquoi t'as un chien Bouddha là qui est apparu dans ta zone de jeu là? C'est quoi ce bordel? Alors parce qu'on est au midi, Mmh. et quand je suis le premier Mmh. joueur, le midi, mon personnage me permet de créer un 2-2-2 dans mon expédition compagnon, qui s'appelle Bouddha. Ah, je suis un peu chafouin. Mais je comprends et c'est à moi de jouer. Que entre moi qui gagne 1-1-1 à chaque tour et toi qui gagne 2-2-2, un tour sur 2, je Mmh. trouve que le tien est un peu plus fort. Donc je viens de jouer donc là, mon expédition compagnon comptait déjà ce token, 2-2-2 et donc je viens de rajouter une pionnière Bravos qui est une 3-3 parce que mon compagnon, il est là, il est sur un terrain à la fois plaine et montagne. Donc je me suis dit que j'allais mettre des trucs qui marchaient dans les montagnes, quoi. Voilà. Donc du coup, j'ai 5 en tout. J'espère que c'est comme ça que ça marche. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Alors là, moi j'ai rejoué, la Philique Drasil qui était dans ma réserve pour son coup de 3 qui est son coup de réserve et je te fais repêcher une carte. Ah oui, d'accord, donc oui. Comme je suis moi, mon compagnon est dans une zone, feuille, montagne eau et que, manifestement je suis plus fort en feuilles, je vais, aussi avancer mon compagnon. Ouais, 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 ouais. On va tous les 2 avancer, ça veut dire? Non, il y aura que toi qui avance. Non, on va tous les 2 avancer normalement. Ah, ça marche par type de terrain, d'accord, j'avais pas compris. Et donc oui, donc sur ta carte, tu as marqué target opponent draws a card et tu as là une main noire devant. Mmh. Donc ça veut dire que c'est un effet qui s'applique quand ça sort de ta réserve, c'est ça? Ah, ou seulement quand ça sort, quand je la joue de ma main. D'accord, OK. Une OK, OK. petite main. C'est pour ça. Ah, Très c'est pour bien. ça que t'as pas pioché de carte. Eh oui. Ah, mais du coup, c'est une carte extrêmement bien à jouer au début. Comme ça, je peux la rejouer à chaque fois pour son coup. Mais du coup, toi, t'as pas le bonus qui est associé. Bah ouais, c'est ça, moi C'est je un peux malus pour piocher moi. moi. Un bonus pour toi. Et ouais, j'ai mal joué, et j'ai mal joué. Oh là là. Le misplay. Parce que là, il me reste un mana. Et la seule carte à un mana, je l'ai transformée en mana. Enfin, la seule carte que j'avais qui coûtait un mana, je l'ai utilisée pour créer un mana. Donc là, je viens de jouer une carte 1-1-1 sur chaque terrain, pour 1, dans la zone, d'expédition à côté là, celle du héros, où pour l'instant, il y a pas de carte en jeu. Et du coup, je vais faire le move extraordinaire de passer. Beh, écoute, je vais passer aussi. Donc là, mon héros a avancé, ton compagnon a avancé et tu vois, mon compagnon n'a pas avancé, hein. C'est vrai. Donc donc ça veut dire que tes personnages que tu poses dans les expéditions, ils marquent des points en fonction du terrain sur lequel ils ont des points quoi et le terrain sur lequel est, pardon, ton jeton. Mmh. Par contre, il y en a qu'un de nous 2 qui marque, celui qui a le plus en global quoi. Enfin celui qui marquerait le plus de points. Je sais pas si je suis très clair? Non, je suis pas du tout clair. Moi, j'ai compris. Toi, tu avais 6 en feuilles, moi j'avais 4 en montagne. Mmh. Bah, du coup, il y a que toi en feuille qui a marqué. Et comme on avait chacun, 4 en montagne et 4 en eau, il me semble, ça faisait égalité Mmh. montagne, égalité eau. Je t'ai battu sur les feuilles, chose que toi, tu ne pouvais de toute façon pas marquer puisque ton compagnon n'était pas sur une case où il pouvait marquer de la Tout à fait. feuille. Du coup, j'ai gagné, de facto. Par contre, toi, tu avais un personnage côté compagnon, côté héros, qui était 1-1-1, mais moi, j'avais pas de carte, qui fait que tu as gagné la confrontation côté héros. Par contre, la fille d'Yggdrasil, elle a disparu, elle est partie de ma défausse. Quand même. Ah ouais, je peux pas la jouer non plus ad vitam aeternam. Oui, parce que ceci est un podcast où on parle latin. Une carte de mana. OK. Donc moi, je me suis pris un mana de plus. Toi aussi? Oui, oui. Un simple auditeur, si vous pensez qu'on jouait extrêmement vite, parce que j'ai coupé tous les moments où on faisait rien. C'est vrai, on réfléchit. Ouais, parce qu'on ne joue pas à la vitesse de la lumière, contrairement à ce que ce podcast pourrait faire penser. C'est quand même agréable d'avoir BGA qui te guide, Ah hein. ouais, ouais, parce que Quand c'est une première partie, je me souviens, Alors, j'ai joué avec le jeu, mais surtout que j'avais un collègue qui avait imprimé les cartes, parce que c'était en print to play.
Ah, c'était bien dégueulasse et en plus, on était là comme des poules avec une brosse à dents à savoir: «Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Mais pourquoi il y a que 3 zones? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il y a des jetons? Pourquoi il y a des cartes? Est-ce que les cartes, c'est les jetons?» Là, c'est beaucoup plus clair, hein, sur BGA. Alors donc là, toi, tu viens de poser Kitsune Mmh. avec des marqueurs +1 et donc tu l'as posé côté héros, ce qui fait que nos héros sont tous les 2 sur une case montagne et donc tu, génères 4 de montagne. Tout à fait. Et moi, je viens de jouer de ma réserve dans la même zone d'expédition, un personnage qui s'appelle Ratatosk. Je le jouais pour 3 et du coup, il avait un effet spécial quand il sortait de la réserve qui était de gagner 3 jetons +1. Donc on a égalité sur la zone héros. Tout à fait. Merci, de ce récapitulatif de ce qui s'est passé, Mmh. parce que j'ai complètement oublié d'expliquer ce que je faisais. En fait, je suis vraiment gouré parce que j'avais pas vu que le coup de réserve était de 3. Je pensais qu'il était de 1. Je suis un peu deg. Alors là, tu joues un sort. Premier sort de la partie. Je joue Sommeil réparateur. Un personnage ciblé gagne endormi. Ignorez ses statistiques au repos. Il ne va pas dans la réserve et il perd endormi. Donc ça veut dire qu'il va rester en jeu au tour d'après, c'est ça? Sans doute, ça veut dire qu'il va potentiellement rester là. Et oui, parce que il dort pendant OK. la journée, du coup, il se réveillera à la nuit et sera toujours d'attaque, ce qui sera bien reposé. Je crois que dans le milieu, c'est ce qu'on appelle se faire contre Kems. Mmh. C'est vrai que un pour bloquer une carte qui vaut 4, c'est pas dégueulasse. Tout à fait. Et donc là, je viens de poser Ratatosk, c'est une, carte pour 1 qui marque 1 sur n'importe quel territoire et je l'ai mise, dans la zone d'expédition du compagnon. Ouais, tu feras gaffe, Ratatosk, c'est exactement la même carte que tu as jouée tout à l'heure, hein. Bah et alors, elle est bien cette carte? Là, tu as 2 Ratatosk, sur le Ah oui, c'est terrain. vrai, tu as raison, j'avais pas fait gaffe. Elles ont pas le même fond. Oui, Ouais, ils ont pas le même fond, c'est ça qui est OK. marrant. Parce que Altered, c'est aussi un jeu beau à regarder. C'est vrai que c'est assez joli, faut le dire. Alors là, du coup, j'ai joué un Yongsu tisserand verdoyant, que si je contrôle 2 plantes ou plus, il gagne des trucs, mais j'ai pas de plantes, du coup, son effet, on s'en fiche. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un 2/2 et qu'il me fait gagner la supériorité sur, sur les compagnons, où on est sur une zone, feuille plus montagne, où j'ai 2/2 et Richer n'a que 1/1. En vrai, ce que je comprends pas, c'est pourquoi je marque pas parce que ah bah oui, je suis endormi, c'est bête. J'ai pas compris, Oui, c'est, tu m'as endormi ma créature, enfin mon personnage. J'avais pas du tout capté. Bah écoute, je peux rien faire, de toute façon, il me reste plus qu'un mana, donc. on va te la passer et je passe aussi. Et là, mes 2 personnages avancent, Ah, tu viens de prendre une option, ouais. et là, coup dur pour, l'équipe française. Et je dois défausser une carte de la réserve car, comme tout le monde le sait, on ne peut avoir que 2 cartes, dans notre réserve. Et qui vais-je défausser? Je vais défausser Kitsune. Un jeu quand même très tactique, hein. Ça change Tout à fait. ça change beaucoup des JCC traditionnels où il faut juste, attaquer son adversaire pour qu'il ait 0 point de vie. Là, il y a vraiment, un petit jeu de course, indépendant, de la force de nos créatures. Je défausse une carte. OK, donc nouveau tour, on a fait le matin, on a pioché nos cartes, on a passé le midi, j'ai créé un token 2/2 côté, compagnon et là, je m'apprête à jouer ma première carte. Et n'oublions pas que tu as un token, 4/4 qui est un Ratatosk sur le côté héros. Oui, tu as fait que il est resté côté héros, c'est celui que tu avais endormi du coup Mmh. et il est resté avec ses tokens. Je suis agréablement surpris. Ah bah oui. Bah, en fait, c'est la même créature qui n'est pas partie et Mais oui, c'est ça, mais on ces tokens sont retirés que quand il quitte la zone d'expédition. Or, il ne l'a pas quitté. mmh, tout à fait. Hop et donc j'ai joué mon Ratatosk depuis ma réserve sur mon expédition et comme au tour précédent, il a gagné, 2, +1/+1, ce qui fait que, j'ai 5 côté, compagnon sur l'expédition. Et certains diraient: «C'est beaucoup trop». C'est beaucoup trop, que faire, que faire? Donc là, du coup, j'ai 4 d'un côté et 5 de l'autre. Alors là, côté compagnon, moi j'ai joué Inari, qui n'a pas d'effet, mais qui est une 3/1/3 avec, un +1/+1/+1 grâce à l'effet de ma carte héros. Du coup, c'est une 4/4. Là, je suis en supériorité sur les feuilles et l'eau. Toi, tu es en supériorité sur la montagne et j'ai l'impression que c'est quand même toi qui gagne et je ne comprends pas pourquoi. Ben, je sais pas. Franchement, je sais pas. Merci de ces explications. Ah bah, bah, non, non, en vrai, je connais pas ce point de règle. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je suis en retard? Et qu'il y a peut-être une prime,
au jeton qui est en retard sur la piste, tu vois? Je sais pas. Nous verrons bien. Alors, OK, donc j'ai joué une carte, un sort, un entraînement physique qui donne +3/+3 à un personnage et je l'ai fait sur le personnage qui était coté héros et donc maintenant j'ai 7. Et toi, tu viens de rejoindre un endormi depuis ta réserve? J'ai pas vu ou depuis ta main? Oui, depuis ma réserve, c'est la même carte qui est utilisée sur Ratatosk, tout à l'heure et je le remets sur exactement le même Ratatosk, qui est maintenant devenu une 7/7/7. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, puisque je vais quand même me la prendre au Bah tour oui, prochain. mais merci, moi ça me va. Et du coup, bah, moi je vais passer parce que j'ai pas de carte à 1. Il me reste plus qu'un mana. Et moi, j'ai 0 mana, du coup, je vais passer. Tu es quand même, en avance, bien en avance. Mais moi, je n'ai pas de Ratatosk, C'est à vrai. 7/7/7. Je suis, comme qui dirait, à poil. Putain, c'est vachement bien ça. Alors, défausse pour du mana. On est à 7 mana maintenant. En Tout à fait, tout cas, moi je suis à 7 mana. pareil. Vient le moment du jeu où on a plus de mana que de cartes à jouer. Oh là, alors attends, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as joué un druide avec ton +1/+1. J'ai eu un druide qui a une 3/2/2, qui a gagné +1/+1/+5, du coup c'est une 4/3/3, qui n'a pas d'effet. Bah si, elle a un effet, Ah si, un effet, elle a un effet ouais, c'est quand elle est. quand elle est défaussée depuis la réserve. OK, alors, Je peux la défausser de la réserve pour que les cartes gagnent ancré. Donc là, tu as joué quoi là? Tu as joué tout à fait, qui est fugace, donc comme on a vu tout à l'heure, elle ira pas dans ma réserve. une Tout à fait, 4 feuilles, 4/3/4. ouais. Mais il n'y a que l'eau qui compte ce tour-ci. Et je joue un autre sort, joue Abreuvé, qui me permet de gagner +1/+1/+1. Donc on a égalité sur l'eau et pourtant j et non et donc du coup, on a personne qui Tout avance. à fait. Ah, on n'avance pas tous les deux main dans la main? Non, bah non, parce que j'ai l'impression que tu vois, regarde, à gauche, là où il y a mon Ratatosk, j'ai la petite flèche sur mon pion, C'est vrai, donc je pense que ça veut dire que, il va avancer. tristesse. Je nous empêche d'avancer et peut-être, auras-tu, quelque chose dans ta manche qui te permettra de oui, ben, voilà. J'ai joué une autre carte, dans ma réserve. Depuis ma réserve, une, 0/3/3, donc elle a 3 en eau. Fait que là, pour l'instant, il y a 7/4 du côté, compagnon. La lutte est acharnée. J'ai joué Inari qui, pour 2 de la réserve, est une 3/1/3. N'a pour le coup pas d'effet, mais, qui me ramène à 7 côté compagnon. Du coup, il y a quand même égalité et personne n'avancera. Donc je joue depuis ma réserve le sort entraînement physique que j'avais fait tout à l'heure et je donne, plus, je sais plus combien, +3/+3 à une créature et donc maintenant j'ai 10 côté, compagnon. Et c'est une lutte acharnée que je m'empresse de perdre. Alors je passe. Je passe également et donc là, j'ai gagné les 2 côtés. Et tu avances des 2 côtés. Donc on est à égalité finalement. C'est pas faux. Le jeu s'arrête quand nos 2 personnages sont sur la même case ou quand ils sont côte à côte, face à face? Moi je crois qu'il faut qu'il soit sur la m ah bah, je sais pas. J'imagine qu'il faut qu'il soit sur la même moi, mais peut-être que je me trompe. Attends, ma réserve est vide alors que j'ai l'impression que ma faction tourne autour de, ramener des cartes depuis la réserve, donc je suis un petit peu Ah, mal c'est parti. bien Tandis dommage. que toi, ta réserve est pleine. Et ma réserve Ta réserve est pleine, mais tu as pas de carte à effet de réserve. mais ça Et là, tu ça me suffira bien, hein. tu vois, là, je me disais, dans ta carte, dans ta réserve, tu avais la carte Druide Muna. Est-ce que tu aurais pas dû défausser celle-là pour déclencher son effet, défaussé depuis la réserve? Oui, sans doute. Ah non, parce que tu avais peut-être pas de cible. Si, si. Non, parce il faut cibler un caractère et un personnage et il y en a pas en jeu. Ouais, faut c'est un personnage de ma main, j'ai Ah des cartes en main. oui! D'accord, d'accord. Ah bah, écoute, voilà, je te un petit tips pour la fois d'après. Ah. Ah bah oui, mais toutes les stratégies ne sont pas encore, ancrées, comme un réflexe dans mon esprit, Oh, ça, c'est pas mal. OK. comme l'a été un jour, Magic, Ah oui, je peux défausser une carte, de mana. et même un peu obligé. D'ailleurs, contrairement, à d'autres, JCC, Altered a choisi d'avoir tout son environnement sur BGA, un choix audacieux. Bah, un choix trop cool en vrai. Mmh. Bah, bien sûr. Et du coup, Altered n'a pas comme Magic, comme Yu-Gi-Oh! Une application, dédiée. On peut quand même jouer en ligne, gratuitement. Ah non, c'est vraiment trop chouette, c'est une super, tactique de leur part, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on présente Altered et pas un autre JCC. Mmh. Alors ça m'embête, j'aurais dû défausser celle-là, en fait. Je suis vraiment un gros débilos. Du côté héros, il y a que la montagne et l'eau qui comptent et du côté
compagnon, il y a que le côté eau qui compte. Et moi, j'ai que les côtés plantes qui me font gagner vraiment beaucoup de points. C'est embêtant. Il y a que les côtés eau Ouais, qui comptent c'est un pour toi, mais moi, je suis côté feuille. Ah non, c'est et l'inverse. oui. Oui, c'est ça. Côté feuille et eau, côté héros et côté feuille, côté compagnon. Donc là, tu viens de poser une 3-3-3. Ouais, Yongsu, tisserand verdoyant. Si je contrôlais 2 plantes ou plus, j'aurais gagné un boost, mais ce n'est toujours pas le cas. Mmh. J'ai l'impression que j'ai une synergie plante que je n'ai jamais Ouais, vue dans ce deck. ouais, ouais, effectivement. Effectivement. Ah, tu dois choisir un effet à résoudre apparemment. Oui, parce que, bah, la dernière fois aussi, ça m'avait bloqué mon tour et en fait, il me propose de soit passer, soit faire un effet qui n'est pas possible. Ah oui, d'accord. Du coup, un Réfléchissons. effet qui est grisé, donc je n'ai le choix que de passer. C'est un peu dommage de me bloquer pour me dire: «Tu peux passer». Donc là, tu as posé une videuse Bravo, Mmh. qui a un effet de saboter, défausser jusqu'à une carte d'une réserve, pas très sympa, qui est une 2/2. Ce qui fait que tu es à 4-6-4, enfin 4 2 feuilles et 4 dos qui sont les seuls qui comptent pour toi. Tout à fait, et j'ai défaussé la carte que tu avais en réserve. Je ne te dis pas merci. Bien. Moi, j'ai joué Inari, encore une fois, qui est une 3/3 et qui me fait gagner la majorité, vu que je marque 3 dans l'eau. Sans doute que c'est pas de l'eau ou des montagnes ou quoi, ça doit être, un truc bien particulier précisé dans les règles. Ah si, non, c'est écrit forêt, montagne et eau. Donc moi, je viens de jouer une carte, pour 2 qui te renvoie une créature de moins de 4 dans ta main, et donc j'ai choisi la carte que tu venais de poser. Très bien, et bah, du coup, pour les 3 derniers manas qui me restent, je rejoue Inari, ce qui me refait gagner la majorité, côté compagnon. Donc là, on avance tous les 2, et donc on va tous les 2 avoir nos 2 jetons, côte à côte. Donc on va tout de suite savoir, qui si, on gagne, côte à côte ou pas. Non, non, bah non, il faut bien que ce soit sur la même case. Donc là, c'est balle de match. Le 1 qui gagne, gagne. Mais cette fois-ci, toi, tu as 2 cartes dans la réserve alors que j'en ai qu'une. Nous avons chacun 2 cartes en main. Je pense que tu as gagné malheureusement. Mathématiquement, je pense que tu as gagné. Oh attends, je suis pas sûr, tu dis ça, Ben, rien que bah, moi, je vois les cartes que tu as en réserve, je vois les cartes que j'ai en réserve, je vois les cartes que j'ai en main. Il suffit que tu aies une moyenne de cartes que ce que tu as joué depuis le début du jeu, en main pour que, j'ai mathématiquement perdu. Surtout que c'est moi qui commence, du coup, tu vas savoir où je vais placer mes pauvres espoirs. Eh bien, je choisis de fabriquer un mana de plus, moi, comme toi, je te suis, j'ai hésité. Mais on a le choix de pas dépenser pour faire du mana? Ah, je sais pas. Je crois qu'on n'a pas le choix, hein. Et du coup, je joue Sermunos, qui est une 4/4/4, qui est du coup qui devient une 5/5/5, puisque c'est la première carte que j'ai jouée, grâce à l'effet de mon Ouais, donc héros, côté héros également, côté héros. et tu l'as joué pour 4, et ben, je vais faire pratiquement comme toi. Je vais jouer de ma réserve. Donc côté héros, il y a que les montagnes enfin, montagnes et eaux qui comptent. Donc moi, je viens de jouer, une carte qui gagne +2/+2 en sortant de la réserve. Donc c'est une 4-6-4, toi tu as une 5-5-5, ce qui fait qu'on gagne tous les 2 sur un terrain. Nos 2 jetons vont bouger. Pour l'instant, on en est là. Ah, nos 2 jetons vont bouger! Bah, c'est ce qu'a l'air de dire l'interface en tout cas. Très bien, très bien. Qu'est-ce que je tente? Bon, je vais tenter ça. Du coup, je vais jouer Inari, encore une fois, sur la côté, compagnon, qui est une 3/3, mais il n'y a que le 3 de la forêt qui marque. Pour l'instant, mes deux personnages, et mon héros et mon compagnon, vont bouger, et donc me faire gagner la partie. Eh bien, je viens de jouer côté compagnon en réponse, une carte, qui coûte, enfin qui va marquer 3 en feuille, ce qui fait qu'on a égalité de ce côté-là. Il te reste 3 manas et c'est ton tour. Et mais il me reste qu'une seule carte surtout. Donc, pas énormément de choix, mais j'ai été malin. Je n'ai pas joué la carte en main, la carte que tu ne voyais pas. Jouer mon sort, sommeil régénérateur, sur ton Sun Wukong. Et donc il est endormi. Ses stats ne compteront pas pour cette expédition. Donc là, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, il y a que toi qui bouge côté, héros. Et nos deux compagnons ne bougent pas. Donc ouais, il me reste une créature dans ma réserve, qui est une 2/2. Elle gagnerait +1 si je la plaçais, ça ferait 3/3/3, donc tu gagnerais quand même héros, et on a égalité côté compagnon. Donc il me reste plus qu'une carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais booster mon personnage côté compagnon, ce qui fait qu'on va avancer tous les 2. On va bien voir ce qui se passe. Fort de mes 0 cartes à jouer, je passe. Je vais également décider, pour les mêmes raisons, avec en plus 0 mana, de passer. Pourquoi mon héros a sauté son On compagnon? doit défausser une carte. Ah ouais, moi je dois défausser une carte de ma réserve. Je comprends pas, on continue?
Bah, visiblement, mais alors je sais pas pour quel objectif. Ah! Alors je sais pas trop ce qui s'est passé. Les 2 jetons ont été mis au centre sur une case qui a l'air de marquer pour les 3 terrains. Ah ouais, est-ce que c'est de jouer avec des amateurs? Je dis ça, mais je sais pas non plus ce qui se passe. Je cherche dans les règles. En cas d'égalité, si les marqueurs des deux camps se rejoignent pendant la même phase, Crépuscule vérifie d'abord si l'un d'entre eux a avancé plus que nécessaire. Si c'est le cas pour l'un et non pour l'autre, celui-ci a gagné la partie. Dans le cas contraire, il faudra jouer un jour supplémentaire dans l'arène pour le départager. L'arène se trouve au dos de la carte région compagnon. Posez-la au centre de la table et placez-y les marqueurs expédition des deux camps. Puis jouez avec les nouvelles règles. En gros, il y a un tour en plus, quoi. D'accord, mais bon, sachant que du coup, tu m'avais endormi pensant que c'était le dernier tour, ma 4-6-4 qui était côté héros et qui maintenant est en jeu. Et comme c'est mon Oui, tour à moi, que je suis le premier joueur, ma capacité de personnage s'est déclenchée, donc de l'autre côté, j'ai une 2-2-2. tu avais raison, on peut bien ne pas défausser une carte pour ne pas avoir de mana en plus. Ouais, c'était ça? Et donc c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Donc moi, j'ai joué une en vrai, je sais pas si là, le côté a un intérêt. J'imagine que oui, j'en sais trop rien. Donc je vais jouer une carte de ma réserve pour 4 mana, qui devient donc une 5/3/3 parce qu'elle gagne des boosts, blablabla, côté compagnon. Donc là, du coup, on a un compte global. J'ai 11 feuilles, 11 montagnes et 9 hauts. Tour 1 et maintenant c'est au magnifique de jouer. Je joue quoi? T'as 11-11-9. Ah, une carte! Une carte, Ah j'imagine. bah merci, je suis bien aise. Ah bah heureusement que tu me l'as dit, hein, parce que là sinon j'étais bien perdu. Hein. Bah, tu vois, regarde, voilà, déjà Je 5/5/5. joue c'est Cermulos, qui était une 4-4-4 et qui devient une 5-5-5 grâce au pouvoir de mon héros. Donc je joue de ma réserve une carte pour 3 qui devient une 3/3/3 avec une règle de boost. Ce qui fait que je suis à 14, 14 et 12 sur les terrains, globaux. Et on m'endort encore une fois. Eh ben oui, hein, faut bien endormir l'adversaire. Du coup j'endors Sun Wukong, et du coup tu n'es plus qu'à 18-8 là où je suis à 5-5-5. Et nous avons tous les deux 3 mana restants. Et beh, je les dépense tout de suite. Ce sera ma dernière carte pour un boost entraînement physique que j'ai bien utilisé, pendant cette partie qui me donne un 3 +3/+3, sur, j'ai mis au pif, n'importe quelle créature là. De toute façon, je passe. Ah non, je ne passe pas. Je joue ma dernière et ultime carte, autant que faire se peut. Donc si c'est faudrait que ce soit une, 8/6/6 si possible. Ouais, malheureusement, c'était qu'une 0-3-2 qui m'a coûté mes 2 derniers mana. Et bien moi j'ai plus qu'un mana donc je passe. Je sais pas pourquoi j'ai repêché une carte, hein. Bah, du coup, j'ai plus de mana, je passe. Et Et ben donc c'est une victoire. c'est une victoire écrasante de Richard. Il est très, très fort. Bon, écrasante après une égalité quand même, mais ouais, ouais, Ah ouais. effectivement j'ai gagné, c'est pas souvent. Sur le combat au sommet, tu m'as écrasé de toute ta force. Tu n'as fait que reculer pour mieux sauter. Bravo. Non mais franchement, si tu avais connu cette règle de tour supplémentaire, est-ce que tu aurais joué ton sommeil là ou pas? Je sais pas, je suis pas sûr. Mais en même temps, si je l'avais pas joué, est-ce que, tu pas gagné au tour d'avant? Ah peut-être que si, c'est possible. Du coup non, je pense que j'ai fait le mieux que je pouvais, avec les cartes qui m'étaient données. Non, j'ai fait pas mal de misplays au début. Ben, rien que la carte, que je pouvais défausser pour pouvoir ancrer, ou j'avais une carte qui avait déjà ancré de base, que j'aurais dû jouer bien avant, En vrai, je pense surtout que, tu pas beaucoup utilisé, le pouvoir qui a l'air principal de ta faction qui était de faire des trucs côté feuilles. aussi. Peut-être que, cette faction-là, tu vois, tu dois, garder un personnage côté feuille et faire avancer l'autre de l'autre côté, tu vois? C'est peut-être un truc comme ça? C'est pas des personnages côté feuille, c'est des personnages plantes. Ah! Chaque personnage a, bah, un peu comme dans Magic ou Yu-Gi-Oh! Des factions associées. D'accord. Il y a faction druide, faction divinité, et il y avait la faction plante qui était importante pour mon deck, qui n'est pas beaucoup apparue. Mmh. OK. Quel est ton sentiment sur Altered? Altered, moi j'ai fait pas mal, comme j'avais dit au l'épisode 1, j'ai fait pas mal de JCC, du Magic, du Yu-Gi-Oh! Je m'étais intéressé au JCC de League of Legends, Runeterra à une certaine époque. J'étais bien classé dans Runeterra, j'étais master, enfin en tout cas l'équivalent dans Magic Arena à un moment donné. Altered, c'est sympa, ça change.
les règles du jeu changent, le but change, on est moins dans la confrontation, on est plus dans une sorte de tir à la corde. J'aime bien, est-ce que j'y passerai tout mon temps comme j'y ai déjà passé dans d'autres JCC? Je suis pas sûr. Mais peut-être parce que je suis aussi fatigué des JCC, parce que j'en ai quand même beaucoup joué, et que ça ne me change pas assez pour que je me dis que ben, j'ai envie d'y passer du temps. Je comprends, je comprends. Et toi donc, mon cher Richard? Bah, moi, j'ai adoré, et comme toi, je notais, la différence d'objectif qui est vraiment, je trouve, super chouette. J'aime beaucoup l'idée que, on ne tue pas le joueur adverse. C'est pas un jeu de combat et moi, j'ai beaucoup apprécié ça. J'aime bien l'idée d'avoir une opposition entre 2 joueurs qui reposent pas sur, la guerre ou le meurtre, quoi. Et du coup, on se demande, que font les personnages, de notre deck? Et s'ils ne sont pas là pour se tataner la gueule, qu'est-ce qu'ils font? Bah, tu vois, voilà, ils avancent, ils voyagent, Oh, mais il y a quand même un rapport de force. Le plus fort avance. mais juste peut-être que c'est pas de la force, mais de l'endurance, tu vois? Ouais, peut-être. Et il y a une question de lore qui est pas expliquée dans les règles données, en tout cas, en annexe de BGA. Ouais. Moi, j'ai noté autre chose qui m'a beaucoup plu dans, Altered, c'est que, donc comme on l'a précisé plusieurs fois, Altered, c'est un dérivé de Magic comme tous les autres, Hearthstone, Pokémon, Lorcana, Gwent, tout et je trouve que leur mécanique de mana est vraiment très élégante. Ça apporte beaucoup de flexibilité. Enfin, j'aime bien l'idée que tu es certain de gagner un mana, à chaque tour et que du coup, tu seras jamais bloqué parce qu'il te reste que des cartes trop chères, parce que tu arrives pas à piocher de mana dans ton deck, tu C'est vois? pas la même mécanique dans l'Orcana? Bah, je sais pas parce que j'ai jamais joué à l'Orcana. Peut-être, mais en tout cas, oui, ah oui, parce que si tu ancres des personnages, c'est ça? C'est ancrer, ils appellent ça? C'est ça, oui, du coup, tu te retournes un personnage pour le transformer en encre mana, en tout cas, dans le truc à dépenser, Bah, je me souvenais pas que c'était aussi systématique, mais peut-être alors, peut-être. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ça et en plus, bah, comme tu enfin, généralement dans Magic, c'est des decks de 60 cartes parce que tu as habituellement, dans la majorité des cas, 20 cartes de mana. Donc là, bah, tu as des decks de 40 cartes, et c'est tout aussi bien, puisque le mana, n'importe quelle carte peut être une carte de mana, quoi. Donc j'aime bien cette idée. Après, le problème d'un JCC, c'est que là, on vient de faire une partie avec chacun une faction. Il faudrait voir les autres factions, voir s'il y en a une qui nous plaît, il faut voir comment ça tourne avec plusieurs decks, quoi. ah, c'est là tout le problème des JCC, c'est que c'est vraiment un jeu où il faut s'investir, où, il faut, même presque vivre JCC pour pouvoir ne serait-ce qu'apprécier le jeu. Parce que, en une partie comme ça de temps en temps, bon, on peut, hein, c'est rigolo. Est-ce qu'on apprécie le jeu à sa juste valeur? Je ne sais pas. Ouais, 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 tout à fait. Bah, ouais, en fait, le truc, c'est que comme c'est des jeux où, enfin, c'est tout le business du jeu, c'est d'avoir des gens qui dépensent beaucoup pour pouvoir, avoir un certain nombre de cartes, pour pouvoir, faire les decks les plus fins possibles. Bah, par définition, tu vas avoir des joueurs effectivement qui mettent beaucoup d'argent et qui, dominent le marché quoi, quelque part. Et du coup, est-ce qu'on ne classerait pas, ce nouveau jeu dans notre classement de jeux? Mais de ouf! Alors moi, je te le dis. Peut-être ferons-nous un classement à chaque saison? Ouais! Alors, donc pour l'instant, on a 2 jeux dans le classement. On a Tag Team en premier et Draftosaurus en 2. Mmh. Je pense, toi comme moi, que Altered va battre Draftosaurus. Oui, et il y a quand même un peu plus de profondeur dans Altered, que dans Draftosaurus. Draftosaurus qui est un très bon jeu, Oui, hein, non, je ne dis bah, pas. Mais, qui peut-être correspond moins, dans nos critères de joueurs que nous sommes. ouais, exactement. Et après, donc toute la question, c'est va-t-il avant Tag Team ou pas? Sachant que, je discute ce soir avec quelqu'un qui aime beaucoup, 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 beaucoup Tag Team. Mais moi, à titre personnel, je le mets devant Tag Team. J'ai vraiment trouvé ça super. Ah! Et quels sont tes arguments, pour cela? Moi, j'ai des arguments, des contre-arguments, hein, Ah attention. mais je n'en ai aucun. Je te dis juste que ça m'a plu. Ça m'a vachement plus plu que Tag Team, mais avec 2 réserves. La première réserve, c'est que Mmh Tag mh. Team, je n'en ai fait qu'une partie avec toi et que Altered, je n'en ai fait qu'une partie avec toi. Donc dans les 2 cas, je pense que c'est 2 jeux qu'il faut beaucoup jouer. Enfin, comment dire? C'est pas qu'il faut beaucoup les jouer, mais que, plus souvent tu les joues, plus souvent tu les apprécies, quoi. Ouais. Ouais, bah, dans les 2 cas, c'est des jeux où il faut un peu s'investir, à la différence où Tag Team,
pour l'instant, sachant que déjà une extension est prévue, c'est un jeu Tout à complet. fait. Tu t'achètes le jeu, tu as toutes tes cartes, voilà. Même si je pense que la durée de vie de Tag Team est moindre que celle d'Altered. Pour un jeu à 20 balles, ça fait Mmh. très bien le taf. On en a pour des dizaines, si ce n'est pas des centaines d'heures de jeu. J'abuse peut-être beaucoup parce que moi j'y ai joué quand même pas mal de fois. Là où Altered, ben je pense que le rapport temps de jeu prix peut vite dépasser le roller. Tout à fait. Non, non, mais écoute, moi, ça me Et conviendrait. je ne parle pas des rollers. Oui, oui, oui. Moi, ça me Les- conviendrait de garder Tag Team 1er, OK, Altered, 2e, Draftosaurus 3e. Eh ben, très bien, moi ça me va. Je suis un homme de compromis, comme je le dis à chaque épisode. Eh bien, écoute, dans ce cas, hop, pour moi, c'est tout bon. Donc, notre classement est celui-ci: 1er, Tag Team, 2e, Altered, 3e, Draftosaurus. Du coup, moi j'aimerais bien faire un petit point sur les tactiques. Parce que même si j'y ai joué que 2 fois, j'ai fait un peu de recherche. Quelles sont les tactiques à faire pour gagner à Altered? Et sur le forum BGA, une tactique qui est discutée, je ne dirais pas beaucoup et je ne dirais pas si c'est une tactique qui vaut la peine d'être faite, c'est la technique du pouce rouge. La technique du pouce rouge, c'est de mettre un pouce rouge aux gens qui sont beaucoup trop bons et qui gagnent beaucoup trop facilement pour ne pas les affronter et Ah! affronter que les mauvais joueurs que l'on peut farmer afin de monter dans le classement. Bon, ça, c'est plus une tactique BGA que Altered. Ah oui, complètement, c'est une technique BGA qui sans doute marche avec tous les jeux BGA. Je ne conseille pas cette tactique. C'est une tactique d'anti-jeu Ouais. qui ne favorise pas. Ouais, je sais pas ce que ça favorise, mais en tout cas, ça le favorise pas. Bah, ça favorise pas, Ah bah toi non plus, tu sais pas. Et ben voilà, comme ça on est deux. non, non, mais si, si, on peut dire que ça favorise pas l'honnêteté dans la communauté des joueurs BGA, quoi. Ouais. Sinon, bah, j'avais quelques petits conseils, bon, qui est vrai pour tous les TCG, hein, que donnent tous les stratèges tous les influenceurs, hein, quel que soit le TCG. C'est bah, déjà, premièrement, connaître ses cartes. Connaître ses cartes, si on connaît nos options futures, on peut construire sa stratégie au moment présent avec les cartes qu'on a. On dit, bon, bah, si on a certaines cartes, on sait qu'on va avoir potentiellement le reste de son deck plus tard. Ça peut paraître bête de dire ça comme ça, mais c'est déjà le début d'une stratégie. Construire son deck. Parce que dans tous les JCC, la construction du deck, je dirais que c'est presque 90% du jeu. Et 10%, ben, c'est le fait d'y jouer. Et, du coup, construire son deck, avoir des synergies, avoir des cartes qui marchent entre elles, avec bah, les bonnes conditions pour que les cartes qui ont des conditions avec les cartes qui sont sur le jeu fonctionnent. Typiquement, mon histoire de feuilles, moi ça ne marchait pas parce que je n'avais pas assez de cartes qui étaient des arbres. Troisième point, avoir des cartes qui synergisent. Ce n'est pas grave de ne pas avoir de cartes très fortes, qui coûtent très cher, si on a des cartes qui se boostent entre elles. Et c'est très bien comme ça. Si on a que des cartes faibles qui deviennent fortes quand elles sont toutes ensemble, eh ben c'est magnifique. Avoir une courbe d'évolution. Là, on a vu qu'il y a des cartes qui coûtent cher, il y a des cartes qui coûtent peu cher. Très vite, si on a que des cartes qui coûtent cher, au début du jeu, on va rien faire. Et peut-être qu'on va rien faire assez longtemps pour que l'adversaire gagne avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Inversement, si on a que des cartes qui coûtent peu cher, au début c'est très bien, à la fin du jeu, on va un manquer de cartes, deux manquer d'options. Du coup, il faut avoir une courbe d'évolution de prix des cartes qui est en relation directe avec le nombre de tours qu'on espère jouer. Voilà, ce sont mes quelques tactiques en tant que joueur débutant, si vous voulez commencer à savoir bien jouer. Bon, Voilà. bah, très bien. T'as autre chose à rajouter, point de vue tactique? Non, 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 effectivement, c'est compliqué comme moi, c'est ma première partie sur Altered, c'est compliqué parce qu'effectivement, tu connais pas la composition de ton deck. Mais quand tu l'as construit toi-même, que tu es allé récupérer des cartes spécifiques pour l'améliorer et cetera, c'est quand même vachement plus intéressant et vachement plus gratifiant quand tes mécaniques que tu as pensées en amont, se mettent en place pendant le jeu. Enfin, c'est vraiment une grosse partie du plaisir de ce type de jeu, quoi. Et bah, du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour d'Altered. Je te propose de passer à la suite, qui est la question de la semaine.
Question de la semaine, Tout à fait. question de la semaine. Ah ouais, 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 je travaille sur des jingles. ah, c'est bien, c'est bien. Heu, la question de la semaine, c'était: quels sont tes jeux préférés les plus inavouables? Alors, Bon, j'ai beaucoup parlé là sur Altered, je te laisse d'accord. commencer. Alors moi, donc les jeux inavouables, moi j'en ai sélectionné 4. Est-ce que tu veux qu'on fasse à tour de rôle un jeu chacun? Toi, tu en as combien? Ouais, parce que j'en ai sélectionné 2, Mmh? mais j'aimerais bien en parler de 4 si ce n'est de 5. Mais j'en parlerai sans doute, j'en parlerai de 2. Mmh. Alors, inavouable, il y avait 2 manières de l'envisager. Mmh mh. La première manière de l'envisager, c'était un jeu inavouable parce qu'il a un thème ou un sujet qui, est inavouable. Je pense à tous les jeux coquins, qui sont sur le marché, ou à des jeux un peu trash, tu vois? Bah, des choses comme ça. Moi, je suis plutôt parti sur une autre option qui est le jeu inavouable parce que, c'est un jeu dont tu as un peu honte, Mmh mh. tu vois? Soit honte parce qu'il est nul ou parce qu'il est vieux, enfin bref, voilà, parce que c'est ridicule. Pour moi, jeu inavouable, c'est un jeu où, quand j'ai des gens qui sont chez moi, je vais même pas les proposer parce que je sais que personne va vouloir y jouer. Mais pourtant, c'est des jeux que je rêverais de jouer plus souvent et je vais commencer par un premier jeu que tout le monde connaît, qui est le Trivial Pursuit. Alors moi, j'adore les jeux, du type du Trivial Pursuit et spécifiquement le Trivial Pursuit. Je le présente rapidement pour, les 2 personnes du fond de la salle qui, n'auraient jamais joué à un jeu de société. C'est un jeu de connaissances où chaque joueur doit répondre à des questions sur 6 thèmes différents. Il y a certaines cases qui te permettent pour chaque catégorie de questions de gagner un camembert, qui est l'objectif, du jeu. Et dès que ton pion, dans lesquels tu peux placer tes camemberts, est rempli d'un camembert de chaque catégorie, tu peux aller répondre à une question finale. Et donc, Trial Poursuite, la caractéristique, c'est que les questions sont difficiles et que c'est un jeu long, mais vraiment long. Et pourtant, je le trouve génial parce que j'adore tester mes connaissances, parce que j'adore essayer d'en retenir des nouvelles. Mais, je sais que c'est un jeu qui a un très, très grand défaut et son défaut, c'est qu'il est incapable de gérer les différences de niveau entre joueurs. Et si tu as le moindre déséquilibre dans ton groupe de joueurs, ça devient une tannée. Le joueur le plus fort, il jubile, il domine la partie, il est généralement imbuvable. Et le joueur qui est plus faible que les autres, bah, il va passer une mauvaise partie qui va le ramener à sa faiblesse, et il va traîner sa douleur toute la partie. Donc c'est vraiment vraiment pas du tout chouette dans les 2 cas. Ce qui me fait dire que c'est un jeu d'une grande Ouais, violence, c'est d'ailleurs ce symbolique tout du moins. c'est d'ailleurs ce Mmh? jeu qui, en partie, me pousse à accumuler le moindre fun fact qui pourrait potentiellement ressortir dans un jeu de connaissances random. Mais complètement, complètement. Et ça, je suis sûr que c'est associé à des mauvaises parties de Trivial Pursuit. Et oui, et avec des gens qui: «Mais tu ne connais pas ça?» «Voyons, c'était évident. Il y a 16 millions de personnes au Zimbabwe, voyons». Je ne sais pas combien de personnes Bah il y a au oui, beh, Zimbabwe. c'est souvent le C'est un problème. fun fact que je n'ai pas. Alors, ce qui est marrant avec le Trial Pursuit, c'est qu'ils ont tout essayé pour essayer de résoudre ce problème, fondamental de leur mécanique de jeu. Ils ont une version famille, où tu as 2 niveaux de difficulté, enfants et parents. Ils avaient une version que j'avais pendant un temps, qui est la version poker, où tu peux parier sur les bonnes réponses des adversaires et les jetons que tu as remportés peuvent te servir à acheter des camemberts et cetera. Mais aucune des revisites que j'ai pu tester de Trial Pursuit ne fonctionne vraiment, parce que le principe du Trial Pursuit, il reste, enfin, totalement binaire. Soit tu sais pas. Et à l'inverse, il y a d'autres jeux de connaissances beaucoup plus modernes et qui fonctionnent bien mieux parce qu'ils ont réussi à mitiger le principe du Trivial Pursuit. Je te donne comme exemple un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Tu te mets combien, qui est devenu vraiment mon nouveau Trivial Pursuit. Parce que Tu te mets combien, on en parlera peut-être un jour, tu vois, je vais pas le détailler, mais il est brillant dans sa mécanique qui permet justement de mitiger le niveau des joueurs. La rédaction des questions apporte un vrai plus parce que c'est beaucoup plus rigolo que le Trial Pursuit. Et en plus, il gère beaucoup mieux que le Trial Pursuit la durée d'une partie. Donc aujourd'hui, je ne joue malheureusement plus au Trivial Pursuit, mais heureusement, j'ai réussi à le remplacer avantageusement par Tu te mets combien? Tu te mets combien? C'est beaucoup mieux que Trial Poursuite. Tu as quand même une Mmh. gestion des difficultés, maîtrisable par les joueurs. Bah, tout à fait et tu vois, c'est pour ça que je pointe, sur ça. Je pense que c'est là où ils ont vraiment réussi, à l'endroit où le Trial Pursuit avec toutes les versions successives qu'ils ont essayé de fabriquer n'ont jamais réussi à régler ce problème, quoi.
Ouais, ouais, mais Trial Pursuit, ils sont restés bloqués sur leur sort de camembert, ça n'a jamais réussi. Bah, non, 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 effectivement, ils ont pas réussi à se réinventer. Donc voilà pour mon premier jeu honteux. OK. Et ben, moi, j'ai pris, dans le thème, quels sont tes jeux les plus préférés, les plus inavouables dans un autre sens? Inavouables dans le sens où, qui frôle avec, ce que, l'on considère comme étant la limite de la moralité. On a chacun ses mœurs, chacun sa vision de voir le monde, et que il y a des visions qui ne sont pas partagées par la majorité de la population. C'est pour ça que moi j'avais envie de parler de limite limite. Limite limite, le principe, il y a une personne qui a une carte question, qui pose une question, et les autres joueurs posent la réponse. Réponses qui souvent sont des blagues très limites, comme le disent le jeu, mais c'est inscrit dans le jeu qui s'inspire Card of Humanity en anglais. C'est un jeu où j'ai beaucoup joué quand j'étais à l'université. C'est un jeu, maintenant, je sais pas si je le ressortirai. J'ai passé de très bons moments avec lui. Mais c'est vrai que les blagues tournent souvent autour du sexe. Si c'est pas des blagues juste Mmh. racistes. Mais l'humour est Mmh. maîtrisé par les gens autour de la table et par celui qui a posé la question, car c'est lui qui choisira la meilleure réponse. Tout à suggestion, tout à maîtrise des joueurs de savoir si le jeu est limite ou pas. Moi, j'ai jamais compris le succès de ce jeu. Ah, ça m'a toujours dépassé. Ah, est-ce que c'est pas ton humour? Bah, pourtant je crois que j'en ai eu un, soit que je l'ai acheté, soit qu'on me l'ait offert. J'ai dû faire 2 parties, tu vois? Et effectivement, exactement ce que tu dis, quoi. Mais évidemment, ça dépend des gens autour de la table, mais ouais, j'ai même la mécanique en elle-même, j'ai jamais trouvé extraordinaire. Mais bon, pourtant, pendant un temps, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais l'impression de le voir partout, soit lui, soit Blanc Manger Coco, qui dans ma tête, j'ai jamais ouvert une boîte, mais a l'air d'être à peu près le même jeu. Voilà, aucun des 2 m'a jamais intéressé, quoi. Du coup, t'avais un deuxième jeu? Oh oui! Alors, donc toujours dans mes jeux inavouables, je voudrais parler d'un jeu que je pense être totalement sous-coté, et il est tellement sous-coté que je vais te dire, je ne l'ai même pas dans ma bibliothèque. Ce jeu, c'est le Yams. Il y a des gens étranges qui disent Yahtzee et alors je sais pas pourquoi, ce jeu n'est plus joué. En tout cas, moi je connais personne qui y joue. Peut-être parce qu'il n'est pas thématisé et c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart des jeux le sont, donc ça fait peut-être bizarre. Peut-être parce que souvent c'est un jeu, tu le vois traîner dans le placard de tes grands-parents, il manque la moitié des dés parce qu'il complète d'autres boîtes de jeux. Il y a une piste de dés qui est abîmée, tu vois? Peut-être qu'il y a un déficit d'image du Yams. Pourtant c'est trop bien. En gros, le Yams, tu as une piste de dés, tu as un carnet et tu as 5 dés. Chacun son tour, les joueurs lancent les dés et ils ont 13 tours pour réussir des combinaisons spécifiques indiquées sur le carnet. Un quintuplé, un carré, un full, double paire, 1, 2, 3, 4, 5, et cetera. Il me semble que quand tu lances les dés, tu as le droit de relancer 3 fois de 1 à 5 dés dans la piste et de conserver ceux qui te sont utiles et donc tu as un vrai aspect tactique dans ce jeu, sur 2 éléments. D'abord, la gestion de tes lancers eux-mêmes. Est-ce que tu gardes des dés? Est-ce que tu en relances? Et ensuite, le choix des combinaisons que tu réalises. Parce que, est-ce que tu vas faire un carré de 1, sachant que le carré de 1 va moins valoir qu'un carré de 6? Et donc, si tu y réfléchis 2 minutes, le Yams, c'est le premier roll and write. Donc, le roll and write, c'est un type de jeu qui est construit sur 2 mécaniques, du lancer de dés qui va apporter de l'aléatoire et une fiche sur laquelle tu vas noter les résultats. Et sur cette fiche, tu as des éléments qui vont soit comboter, entrer en synergie, soit s'activer si tu es le premier à les réaliser à la table, et cetera, qui vont te permettre à la fin de scorer. Et donc, à mon humble avis, le Yams mériterait d'être, revisité ou un petit peu dynamisé parce que c'est un excellent jeu. Certains disaient que Pina Colada Dice, c'était le Yams revisité. Ah, bah, je connais pas. Moi, j'ai jamais joué au Yams. J'ai joué à Pina Colada Dice. C'est fun. Mmh, Oh ben, faudra qu'on y joue un jour, pas du coup. grave. Je sais pas s'il est sur BGA, mais en tout cas, moi, j'y ai joué quand j'étais petit et c'était trop bien, j'en ai un trop bon souvenir. Eh ben, il est sur BGA. Ah bah, écoute, on va le rajouter dans la liste des jeux testables. Très bien, le Yams, je note. À moi? Yes. Eh ben, du coup, dans la même gamme que Limite Limite, il y a Préjugé. Préjugé, un jeu fait par Limite Limite Games, il me semble. Oh, putain, mais je croyais l'avoir noté. En tout cas, les mêmes auteurs, les mêmes éditeurs que Limite Limite.
où dans Préjugés, on sort 16 suspects et on doit savoir. Il y a le joueur qui mène le jeu, essaye de faire deviner qui est le coupable. Il choisit donc un personnage parmi les 16 et on va pouvoir poser des questions. À chaque tour, il y a une question et les autres joueurs doivent déterminer qui ne sont pas coupables. Les questions étant: paye-t-il ses impôts? Ou fait-il des fautes d'orthographe? Ou a-t-il un piercing sur les tétons? Et on a comme indice uniquement la dégaine des suspects, car ils sont très caricaturés, des filles en bikini, des paysans avec un air revanchard, des manas de la finance avec des billets dans la main, vraiment des caricatures sur pattes. Il faut pouvoir trouver qui est le suspect à partir de questions complètement subjectives. Encore une fois, c'est un jeu où ce sont les joueurs qui font le jeu, parce que chacun joue de ses propres préjugés. Voilà, c'est un jeu qui annonce déjà la couleur, hein, parce que le jeu s'appelle Préjugés, on sait à quoi on joue, on sait à quoi s'attendre. Là, du coup, là, si tu me permets, j'avais un petit laïus Ouais, à faire vas-y. sur les jeux qui, comme Limite et Préjugés, jouent un peu avec la limite de la moralité, mais qui ne l'affichent pas du tout. Et là, je voulais citer Joke de Papa, qui se vend comme un jeu avec des blagues potaches, où il ne faut pas rire, mais les blagues sont parfois juste racistes. Comme une blague, comment s'appelle un Mexicain à côté du bar? Pedro Sanchez. Voilà, c'est une... Ouais, je vois. Et encore, celle-là, elle est soft. Et du coup, il y a pas mal de jeux qui faire ce genre de choses. Bah là, il y a une polémique qui est sortie il y a pas très longtemps sur Ace of Spades, qui se vendait comme un petit jeu de poli sans forcément de grandes prétentions. Et moi, je n'ai jamais joué. Mais déjà, il y avait un problème quand on lit l'article sur Gusenko, qui du coup dénonce aussi le jeu, ce sont les illustrations. Où les illustrations, là, montrent des esclaves salivants, immenses, de vraies bêtes, des esclavagistes bien blancs, bien propres. Et lorsque le jeu est sorti, les gens ont crié, et le jeu a arrêté, a rappelé les exemplaires, mais si les gens n'avaient pas fait le bruit, personne ne s'aurait posé la question si le jeu valait vraiment la peine d'être sorti en l'état. Intéressant. Et inversement, il y avait Antifa en 2022 qui est sorti entre autres à la Fnac. Et Antifa, un jeu où des groupes antifascistes faisaient des actions contre des groupes d'extrême droite. Et ce jeu avait été attaqué car prônant la violence contre des groupes politiques. Le jeu a donc a été enlevé à la vente par la Fnac, sans vraiment vérifier si les dires de leurs détracteurs étaient vrais. Quand les dires ont été démontés, débunkés avec preuve à l'appui, la Fnac les a gentiment remis en rayon. Mais voilà, le mal avait été fait. Putain, c'est pas mal. Non, mais c'est une remarque intéressante que tu soulèves, c'est que donc le jeu, soit il va avoir, un principe, une mécanique qui en fait va pousser les gens à avoir des réflexions, Mhm. immorales ou litigieuses ou, licencieuses. Et par contre, tu as également des jeux dont le thème même va potentiellement choquer ou le matériel va potentiellement choquer. C'est pas mal. Oui, et parfois même, ni le jeu, ni même cette mécanique va Mmh. choquer, mais ce qu'il y a autour. Et du coup, si tu me permets encore de diverger, il y a une polémique qui est sortie il y a pas longtemps sur Codename Back to Hogwarts. Là, on pourrait se Mmh. dire, un Codename, tout le monde connaît, Hogwarts, Harry Potter, tout le monde connaît, pourquoi il y a polémique? Eh ben, c'est parce que l'autrice, J.K. Rowling, depuis la fin de Harry Potter, est ouvertement transphobe. Et aujourd'hui, ça pose problème. Car, du coup, donner de l'argent à Codename Back to Hogwarts, c'est donner de l'argent à J.K. Rowling, et c'est donc donner de l'argent à une personne qui utilise son argent pour des mouvements transphobes. La communauté du jeu n'a pas aimé. La boîte d'édition a fait un mea culpa et a promis que tous les bénéfices, en tout cas une bonne partie, ira à des associations pro-LGBT. Mais c'est juste donner de l'argent pour contrer l'argent qu'il donne déjà à J.K. Rowling. Et c'est des
type de polémique que moi j'avais le sentiment de croiser plus souvent, à propos de jeux vidéo. Notamment le dernier jeu vidéo Harry Potter qui était sorti, Mmh. avait soulevé, la même polémique à propos de J.K. Rowling et c'est vrai que je l'avais, jamais croisé, dans l'univers du jeu de société. Je te remercie, c'est très intéressant. Bah, de rien, non, on est là pour poser des vraies questions, hein. C'est un podcast engagé, hein. Bien sûr, tout à fait. Du coup, toi, tu avais autre chose à rajouter? Tout à fait, moi j'ai encore 2 jeux, dont je voudrais parler. Donc toujours dans mon inavouable, honteux, et à chaque fois c'est enfin, surtout celui dont je vais parler là tout de suite, c'est un petit peu un prétexte pour discuter un peu mécanique de jeu. Alors je voudrais réhabiliter 2 jeux que j'aime beaucoup, malgré le fait qu'ils sentent, la naphtaline, c'est la belote et le tarot. Alors la belote et le tarot, c'est les ancêtres de tous les jeux de pli. Quand tu penses à des jeux comme le tarot et la belote, tu penses à des vieux jeux dans des pièces, démodées, avec des gens qui ont des lunettes sur le bout du nez et puis qui ont la mine pincée et c'est vrai. Mais pourtant, c'est vachement bien et donc je vais te le prouver en te montrant que les mécaniques de jeu qui sont présentes dans le tarot et la belote sont des mécaniques de jeu extrêmement modernes, que tu croises dans nombre de jeux de société, qui ont pignon sur rue aujourd'hui. Déjà, première chose, donc on va considérer que les jeux de cartes sont des jeux de société, sinon c'est pas drôle. Et donc, la belote et le tarot, ce sont d'abord des jeux de gestion de main. C'est-à-dire que dans les jeux de gestion de main, tu as une zone spécifique de jeu qui est la main du joueur, et le bon joueur est celui qui tire au bon moment un élément de sa main, ou qui arrive à la faire fructifier, à la faire grossir, ou qui arrive à la vider si c'est ça l'objectif, bref, qui gère sa main. Donc sa zone de jeu qu'on appelle la main. En plus, ce sont des jeux à contrat. Donc, c'est-à-dire que au tarot comme à la belote, tu as une première phase de jeu où tu distribues soit toutes les cartes, soit un certain nombre de cartes. Et chaque joueur regarde son jeu, regarde les points qu'il est susceptible de faire, et ensuite va se prononcer pour la réussite ou non d'un contrat dont il choisit la difficulté. Dernière chose, enfin non, pas du tout dernière chose, pardon. Ensuite, c'est un jeu de pli. Donc, un jeu de pli, on en a parlé souvent dans notre podcast, mais on n'a jamais expliqué ce que c'était. Mmh. Tous les joueurs jouent à tour de rôle une carte de leur main, et généralement, un seul d'entre eux remplit une condition de victoire et récupère ainsi les cartes des autres joueurs. Au tarot comme à la belote, il y a une double condition de victoire pour remporter un pli. D'abord, il faut jouer la couleur demandée, c'est-à-dire la première couleur qui a été posée par le premier joueur qui a démarré le tour de pli. Et ensuite, il faut avoir la carte la plus élevée. Troisième variable, tu as un atout, c'est-à-dire une couleur qui te permet de remporter le pli quand tu n'as plus la couleur demandée. Alors, à la belote, ça va opposer 2 équipes de 2 joueurs. Et donc c'est chouette parce que pendant toute la partie, tu vas avoir une véritable opposition qui va se créer entre les 2 équipes et c'est généralement très sympa. Au tarot, c'est encore mieux parce que la configuration des équipes varie en fonction de qui a pris le contrat. C'est-à-dire que généralement, toute la table est contre le mec qui a décidé de faire un contrat avec le jeu qu'il avait en main. Donc ça rebat les cartes à chaque partie, c'est vraiment très chouette. Mais en plus, le tarot a une composante de draft qui est assez phénoménale, que je vais pas détailler ici parce que ce serait trop long. Mais elle apporte dans certaines circonstances, cette composante de draft, elle apporte une mécanique de traîtrise. Donc je sais pas si ce serait le terme exact, académiquement, mais c'est le terme de la, comment on appelle ça? De la rubrique dans Board Game Geek, la rubrique traîtrise. C'est-à-dire, tu vas jouer autour de la table avec des joueurs dont tu ne connais pas le statut. Sont-ils dans ton alliance ou ne sont-ils pas dans ton alliance? Et il est très classique au tarot de terminer la partie et sur le dernier pli, tu découvres qu'un gars avec qui tu jouais depuis le début était en fait dans l'équipe de celui qui a pris le contrat. Et ça, c'est, en tout cas à titre personnel, dans mes parties de jeux de société, les plus grandes, rigolades ou les plus grandes émotions ou les plus grands sentiments de trahison se sont passés au tarot sur un dernier pli où tu découvres qu'il y a un gars qui était contre toi depuis le départ. Alors, pourquoi est-ce que je joue plus au tarot et à la belote aujourd'hui? Pour 2 raisons très simples. Parce que je connais personne qui aurait envie d'y jouer, parce que je connais personne qui maîtrise les règles encore du tarot ou de la belote. Ou alors, si j'en connais un, j'en connais pas 3 ou 4 ou 5, puisque la belote se joue à 4 et le tarot se joue de 3 à 5. Et je trouve Oui? ouais, je trouve que le problème de la belote et du tarot, c'est les mêmes problèmes qu'aux échecs, multipliés par le nombre de joueurs du coup.
c'est que, il y a tellement un niveau et tellement une connaissance de jeu que, pour les gens qui jouent un petit peu, en tout cas un peu sérieusement, il y a un niveau beaucoup trop haut à récupérer pour pouvoir ne serait-ce que concurrencer, quand tu viens Mmh. quand tu viens d'apprendre le jeu, quoi. Moi moi Alors je suis ass Oui, oui, vas-y. moi on m'engueulait, parce que je comptais pas les cartes, par exemple. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, ouais. C'est qu'effectivement, alors, comme tous les vieux jeux comme ça qui sont joués par des vieux gens, ils sont rarement très aimables et moi aussi, ça m'est souvent arrivé de me faire engueuler, surtout quand tu es gamin et que tu intègres une partie de tarot, qui sont joués par tes parents, tu vois? Et leurs potes. Donc je suis tout à fait d'accord. Cela dit, je trouve que c'est un beaucoup plus gros, reproche que tu peux faire aux jeux dont je vais parler après. Parce qu'à la belote et au tarot, en vrai, en dehors du comptage des cartes, finalement, tu as assez peu de techniques. La belote, ça se joue avec 32 cartes, donc c'est pas gigantesque, et tu as quelques petites techniques évidemment, mais en réalité, tu en fais assez vite le tour, c'est pas si compliqué que ça. En revanche, par exemple, moi, je compte pas les cartes, ou plutôt je compte les principales parce que je suis pas capable de compter, toutes les cartes. Après, ça, c'est le problème de tout jeu, c'est-à-dire que ça va être que ce soit au poker ou au Uno, si tu comptes les cartes, tu es plus fort que les autres, c'est certain, quoi. Sûr. Mais donc voilà, je milite pour la réhabilitation de ces 2 jeux que je trouve assez extraordinaires et surtout extrêmement modernes en matière de mécanique de jeu. Bah, c'est des jeux intemporels, hein, qui fonctionnaient bien à leur époque et qui fonctionnent toujours à la nôtre. J'ai un dernier jeu. Est-ce que je suis trop long ou est-ce que je le dis quand même? Oh, dis-le quand même, hein, de toute façon, bah, j'ai l'impression qu'on est parti pour faire une longue session. Donc je termine avec un jeu que tout le monde moque et qui est pourtant vraiment un de mes jeux préférés de tous les temps. C'est le Scrabble. Alors le Scrabble, il a toutes les tares des mauvais jeux. Chaque joueur a un chevalet sur lequel il peut placer 7 tuiles qu'il tire d'un pochon. Sur ces tuiles, il y a une lettre et chaque lettre a un score qui va de 1 à 10. Devant lui, il y a un plateau quadrillé avec des cases bonus pour les lettres et des cases bonus pour les mots. Le but, c'est de placer des mots de la langue française de telle manière que tu puisses maximiser ton score. Le mot doit toujours toucher un des mots déjà posés, soit par toi, soit par l'adversaire, et ça doit signifier quelque chose au croisement entre ton mot et le mot que tu vises, qui est déjà posé. À la fin, celui qui fait le plus de points gagne, et il y a évidemment la faculté de poser toutes les lettres de ton chevalet d'un seul coup, le fameux Scrabble, c'est comme ça que ça s'appelle. Quand tu fais Scrabble, tu as une prime de 50 points et tu poses généralement tes 7 lettres pour constituer un jeu de 8 lettres. Pardon, tu poses tes 7 lettres pour composer un mot de 8 lettres sur le plateau. Donc, si on résume, au niveau des mécaniques, c'est pas un jeu très compliqué, c'est un jeu de placement de tuiles. Donc, un jeu de placement de tuiles, c'est que tu as un plateau avec des tuiles. Quand tu poses une tuile, ça déclenche une action et les tuiles déjà placées restreignent tes choix. C'est un jeu de gestion de main, puisque ta main, c'est ton chevalet et tu gères les tuiles que tu as dessus. Et il y a deux trois autres mécaniques, mais qui sont tout à fait accessoires et dont je parle pas. Et donc, pourquoi est-ce que le Scrabble a une mauvaise presse? Alors d'abord, il y a une question d'ennui. Beaucoup de gens disent que c'est un jeu extrêmement ennuyeux. Surtout le problème, outre le fait qu'il y ait que des mémés qui jouent au Scrabble, c'est que le Scrabble, comme le Trivial Pursuit, il n'adapte pas du tout sa mécanique aux différences de niveau entre les joueurs. Et c'est même pire que le Trivial Pursuit. Et c'est donc pire que le tarot et la belote, comme tu le disais tout à l'heure, parce qu'au Scrabble, non seulement tu as l'idée que tu vas absorber des tactiques et des mécaniques au fur et à mesure des parties, et il y en a, mais surtout, tu as le niveau orthographique, culturel des joueurs qui va varier et qui n'est pas compensable dans les règles du Scrabble. Et il y a un troisième étage à la fusée, c'est que si tu veux vraiment être bon au Scrabble, il faut connaître des mots que tu n'utilises jamais et qui sont parfois même pas dans le dictionnaire courant. Il y a un dictionnaire officiel du Scrabble avec des mots que tu trouveras pas dans le Larousse ou dans le Robert, tu vois. Et donc, cette mécanique-là, elle fait que tout joueur de Scrabble un peu sérieux va dézinguer complètement le moindre joueur débutant parce qu'il a une triple, comment dirais-je, il a une triple avance sur le joueur qui n'y a jamais joué. Et pourtant, c'était le jeu de ma grand-mère. On y jouait toutes les semaines. C'est un des seuls jeux que mon père pratiquait régulièrement. Et c'est donc un jeu que j'aime profondément. Mais aujourd'hui, je peux y jouer avec personne. Personne ne veut jouer à ça avec moi. Leur application, il y a une application Scrabble sur téléphone pour jouer à distance contre des gens, elle est nulle, donc je l'ai désinstallée. Donc mon dernier espoir aujourd'hui de jouer au Scrabble, c'est d'initier, un de mes enfants, mais j'y crois moyen. Et d'ailleurs, je vais même t'avouer quelque chose, c'est que je ne suis même pas sûr que j'ai un Scrabble chez moi,
et pourtant, malgré tout, je l'aime. Alors, autant sur la belote et le tarot, potentiellement, ce sont des jeux toujours autant pertinents, autant le Scrabble, là, je suis moins d'accord. Déjà parce que y a quand même des jeux de lettres qui font aussi bien que le Scrabble avec la même mécanique et qui durent beaucoup moins de temps. Parce que le Scrabble, c'est quand même 1 heure, 2 heures de jeu, hein. C'est un jeu long. Ouais, je dirais, ouais. Mmh. T'as le temps de faire un route, voire deux. Alors, Oh, exagère pas! oui, c'est mon unité de temps de jeu. Route, jeu éclair, ouais. Ouais, ouais. Alors que, bah, des jeux comme Dictopia, où, bah, tu des cartes, en 5 minutes même pas, tu dois faire un mot, celui qui avait fait le plus grand mot avec des conditions, parce qu'il y a des conditions à chaque fois, plus la partie continue avance, plus il y a des conditions pour faire le mot, des conditions de points de victoire. Du coup, avec la même mécanique, Mmh? c'est un jeu qui dure 15 minutes grand max Ouais. et tu t'amuses tout autant. Bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a plein de jeux de lettres, qui font la blague, hein. Je pense au Boggle, moi, que j'aime beaucoup. Le Boggle, ça marche très bien, mais le Scrabble, c'est vraiment super cool, quoi. Le Scrabble, c'est vraiment trop chouette. Mais avec tous les défauts qu'il a et ils sont, on est d'accord, très nombreux. Et oui, bah, après le Scrabble c'est un bon jeu, mais qui a des défauts. Je dirais que si aujourd'hui le Scrabble sortait, je suis pas sûr qu'on en entendrait parler. On est d'accord. Mais comme le Monopoly, comme le Trivial Pursuit, pour le coup. Je pense Ah, effectivement que oui. c'est des jeux qui ont ouvert des voies, tu vois? Et aujourd'hui, il y a mieux dans toutes les catégories. C'est des jeux qui sont trop exigeants, qui ne permettent pas d'avoir une table équilibrée. Mais bah, j'ai un affect avec certains d'entre eux, tu vois? D'ailleurs, il y avait pas une année, le gagnant, national du Scrabble français, c'était un mec qui parlait pas du tout français, qui avait juste appris le dictionnaire Tout à par fait. cœur. Exactement, tu es bien renseigné. C'est des fun facts, hein, que j'ai appris grâce au Trivial Pursuit. Bah oui, Je déconne. tu vois comme quoi tout se recoupe. Du coup, moi j'ai rien d'autre à dire, sur cette partie, des jeux inavouables. Mmh. Et ben, on passe à la suite, qui est les protos, me semble-t-il. Du coup, tu commenceras parce que j'ai beaucoup parlé. Jingle proto. Proto, c'est la saison des protos. Je couperai ça. La qualité de ce podcast, monte épisode après épisode. Ah oui, une professionnalisation, mais extraordinaire. Du coup, le thème du jour du proto, de la semaine, de la bimensualité, du quinzomadaire, c'est pour dire tous les 15 jours, Mmh. c'était proto de backbuilding. Du coup, proto de backbuilding, moi, ça m'a fait penser à un truc. Ça m'a fait penser à mes anciennes années de cours où on apprenait les problèmes non polynomiales. Un problème non polynomial, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre dans un temps polynomial. Un polynôme, c'est une composition de formules de x en puissance, x puissance 3, x puissance 4, x puissance n. Et ben, ce sont des problèmes qu'on ne peut pas résoudre avec des fonctions qui sont polynomiaux. Maintenant que je vous ai bien cassé la tête, c'est quoi le jeu? C'est un jeu qui mélange le problème du sac à dos et le problème du voyageur de commerce. Le speech, c'est qu'un ludothécaire ambulant qui voyage avec son sac à dos, c'est un ludothécaire qui a un sac à dos, il n'a pas de voiture, il galère. C'est la crise, mes bonnes dames. Du coup, il voyage de ville en ville pour vendre ses jeux, et il a 3 types de jeux. Jeu d'ambiance, jeu familial, jeu expert. Et dans chaque ville, il peut vendre des jeux, mais il peut aussi en acheter. Sachant que dans chaque ville, il y a une carte avec différentes villes, avec un réseau de villes. Toutes les villes ne sont pas forcément connectées entre elles. Il peut vendre des jeux, il peut en acheter, et dans chaque ville, les prix sont légèrement différents. Le truc, c'est que dans son sac, il n'y a pas tant de place que ça. Et que bah, les jeux experts, s'ils coûtent plus cher, ils prennent plus de place. Et inversement, les petits jeux, ils sont très petits, ils prennent très peu de place, mais ils sont très peu chers. Du coup, il va falloir qu'il aille dans des villes où on peut vendre cher et acheter peu cher certains jeux, et inversement. Sauf que le voyage de commerce, il y a un truc particulier, c'est que quand il va dans une ville et qu'il vend des jeux et qu'on achète des jeux, après, il peut plus revenir et revendre et reacheter. Les gens d'une ville, ils voient le mec une fois, ils le revoient pas deux fois. Ils vont pas deux fois chez le marchand de jeux. Qui veut passer dans une ville qu'une seule fois par partie. Et donc, le but, c'est de pouvoir
faire son commerce, ne pas passer 2 fois dans une seule ville et de s'arrêter dans une ville, dans la ville de fin, pouvoir vider son stock au maximum, vendre tout ce qui est possible de vendre et à la fin, le joueur avec le plus d'argent gagne. Voilà, c'est tout mon jeu. C'est tout Mais simple. du coup, en matériel, il dans ton jeu, il y a vraiment un sac? Oui. Non, il y a pas de sac. Merde, il y a pas de sac. Et non, non, Ah je non, si, je si, si, attends. ben non, Ah si, si, bah, si. justement. Alors, est-ce que tu me permets de recommencer mon laïus? Mais Alors, vas-y, 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 vas-y. si la bourse du ludothècaire est toujours disponible, les livres sont mal rangés. À chaque tour du ludothècaire, il sort 3 livres de sa réserve, le sac, et peut les vendre. Il peut aussi les remettre dans le sac, ils ne sont pas achetables dans la ville ou que le prix ne le plaît pas. Il peut ensuite acheter autant de jeux qu'il veut. Par contre, le ludothècaire et ses clients n'ont pas le temps. Le ludothècaire et ses clients n'ont pas le temps ni l'envie de racheter des jeux dans la même ville. Du coup, il ne peut pas passer dans une et unique fois dans chaque ville. On a le droit de s'arrêter dans n'importe quelle ville et ou de retourner dans sa ville de départ en suivant les chemins qui connectent les villes entre elles. Dans ce cas, on peut vendre tous les jeux vendables au prix de la ville d'arrêt. Maintenant, voilà le twist. Chaque jeu a un poids et le sac... Oh, ça je l'avais déjà expliqué du coup. Voilà. Bah, j'aime bien. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses? Tu t'imagines ça pour, ah bah, moi, je trouve ça super. Tu t'imagines ça pour combien de joueurs? Entre 2 et 5. Et donc du coup, en matériel, t'imagines qu'il y aura, des petits rectangles, des moyens rectangles, des grands rectangles, c'est ça? Ouais, c'est ça. À mettre dans un sac. Et tu aurais une piste. Par exemple, le sac peut contenir 20 jeux. Et à chaque fois qu'on rajoute des livres, à chaque fois qu'on rajoute des jeux dans le sac, on faut qu'on fait de la maintenance de son Mmh, compteur. Pour dire, ah là, bah là, j'ai atteint le maximum de mon compteur, je peux plus rajouter de jeux. mmh. Ouais, d'accord, tu as une G ouais. Et dès qu'on sort des jeux, elle fait, ah bon, bah là, j'ai 4 jeux, experts, ils valent chacun une contenance de 3. Et ben, je retire 9. D'accord, donc c'est en fait, c'est un jeu d'optimisation de la taille de ton sac, finalement? Tout à fait. Et il y a l'optimisation de la taille de son sac, l'optimisation des Mmh. chemins à prendre pour vendre et acheter selon ce qu'on sort. Et il y a une statistique de voir qu'est-ce qu'on sort dans le sac. Parce que bah, si tu mets que des jeux experts dans ton sac, bah, tu sais que tu vas en sortir que des jeux experts. Et du coup, aller dans la ville où on vend cher des jeux experts, mais si on vend des jeux experts, on peut pas en acheter. Et du coup, on va acheter forcément des jeux pas experts. Et là, la probabilité de Mmh. ton sac, il va changer. D'accord, d'accord. Bah, non, non, c'est pas mal du tout. J'aime bien et surtout, je sais pas si tu as envie d'avancer plus sur ce proto, mais le prototypage me semble pas très compliqué. Ouais, il faut faire une carte avec des villes dessus, quoi. Ouais, bah, en fait, par contre, il faut arriver à faire une carte qui te permette d'avoir des chemins différents, qui soient équilibrés et en même temps, il faut qu'il y ait des endroits qui soient intéressants, qui soient pas accessibles facilement et puis il faut pas que les joueurs, ils se retrouvent bloqués, sur la carte. C'est pas si je suis pas sûr qu'elle soit si simple à faire. Oh, c'est un problème basique de construction de graphes. N'importe qui peut le faire, hein. Ah ouais, 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 ça moi ouais, C'est pas c'est moi je peux pas le faire quoi. C'est pour ça que ça va l'air compliqué. Ah oui, oui, non, non, non. Il y a deux, trois petits trucs à voir, quoi. Faut un programme qui le tourne pour toi, hein, parce que de Mmh. tête, je le ferai pas, hein. Ah d'accord, quand même. OK. Bah, j'ai trouvé ça super chouette. Ouais. Et du coup, toi, quelle est ton idée de proto pour le backbuilding? Hem, alors d'abord, je voudrais faire un petit, mea culpa parce qu'au dernier épisode, tu avais très, très bien expliqué, le backbuilding et moi j'ai foiré ta définition en citant, Stardew Valley, qui est en fait juste un jeu où on pioche dans des sacs mais qui a pas du tout de composante de backbuilding. Donc pour être clair, je voudrais bien réexpliquer que le deck building, pardon, que le backbuilding, comme les jeux de deck building, c'est un jeu où tu possèdes un ensemble de trucs et qui là se trouve être dans un sac. Et ces trucs vont te permettre de réaliser des actions. Ces trucs, tu les pioches aléatoirement et au cours de partie, tu vas ajouter et retirer des éléments du sac et donc tu vas mieux gérer le hasard, de ce que tu pioches. Comme, dans un jeu de deck building, tu gères le hasard des cartes que tu pioches et cetera. Donc le nom est en fait très, très bien trouvé. Tu construis ton sac dans un jeu de backbuilding. Alors, moi, j'ai adoré le thème du backbuilding et j'y ai déraisonnablement travaillé, dessus, depuis ces 2 dernières semaines.
Je suis arrivé à un machin dont je suis assez content, Ah, en tout cas mieux que le Shifumil du dernier épisode il et était en très vrai, il bien le s Shifumi là. ouah, tu vraiment gentil. Mais il est, en fait, je pense qu'il est assez proche du tien, par contre, il y a pas de piste. Ah, Alors, mon jeu, il a pas de nom et il a pas de thème, parce que j'ai pas trouvé de thème, mais si tu en trouves un, tu me diras. mmh On peut y jouer de 2 à 4 et le matériel, c'est qu'il y a 5 pochons, 112 billes réparties en 28 billes vertes, 28 billes jaunes, 28 billes bleues, 28 billes rouges et il y a une aide de jeu cartonnée. Ouais il faut les ranger, du plus lisse au plus râpeux? et ce serait rigolo, mais non, 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 j'imagine des billes, normales. Donc la mise en place, elle est très facile. Chaque joueur reçoit un pochon et dans chaque pochon, on met 7 billes de chacune des 4 couleurs. Donc ça veut dire que chaque joueur va avoir 28 billes. Au centre de la table, on met l'aide de jeu et le pochon de la pioche, le 5e pochon, si on est 4, qu'on remplit avec le reste des billes. Mmh. Mais s'il y a 4 joueurs, le pochon central sera vide parce qu'il y a pile le bon nombre de billes pour 4 joueurs. C'est un système fermé, tu OK. vois? La règle du jeu. Le jeu se joue en 7 manches et à chaque tour, les joueurs défaussent le même nombre de billes chacun dans le pochon central. Le nombre de billes défaussées est égal au numéro de la manche. Donc manche 1, on défausse une bille, manche 7, on défausse 7 billes. Il y a combien de manches? 7. OK. Donc manche 1, tu défausses une bille, manche 2, 2 billes, manche 3, 3 billes, manche 4, 4 billes, etc. Et à chaque fois que tu défausses, tu as le droit de choisir la couleur des billes défaussées. Mmh. Maintenant, si tu es fort en calcul mental, la somme des entiers réels jusqu'à 7, ça fait 28. Donc ça veut dire que les joueurs ont 28 billes au départ et qu'à la fin de la 7e manche, ils auront défaussé 28 billets. Et donc le but de te jeu le pardon, ce le but du jeu, c'est de contrebalancer au maximum la perte régulière des billets. Pour ce faire, à chaque tour, après ta défausse, tu fais une prédiction. C'est-à-dire que tu sors au hasard 5 billes du pochon Mmh. et tu dois prédire à l'avance la combinaison des billes piochées. Est-ce que tu vas avoir 5 billes de la même couleur ou 3 billes d'une couleur et 2 billes de l'autre? L'aide de jeu qui est au centre de la table, elle rappelle les 6 prédictions possibles. Donc c'est assez simple, c'est des mains de poker plus un quintuplé. Tu peux avoir 5 billes d'une couleur ou un carré ou un full ou un brelan ou une double paire ou une paire. Ah! Voilà. Si le joueur rate sa prédiction, ben il se passe rien. Par contre, s'il réussit, il peut avoir une récompense et cette récompense, elle est de 2 natures en fonction de la difficulté de la prédiction. Soit tu pioches, soit tu voles. Pour la paire, par exemple, c'est la prédiction la plus faible parce que tu as 39 de chance au premier tour d'avoir une paire. Et ben dans ce cas-là, tu as le droit de piocher une bille au pif dans la pioche. Et si la pioche est vide parce qu'il y a 4 joueurs, Mmh. tu pioches au hasard dans le pochon d'un adversaire, si possible dans le pochon le plus lourd parmi les autres joueurs. Pour le quintuplé, c'est la combinaison la plus rare, elle a 1 de chance de proba au premier tour. Tu as le droit de voler 6 billes de la couleur de ton choix dans le pochon le plus lourd parmi les autres joueurs. L'idée, c'est que quand le jeu va avancer, les joueurs ils vont finir par contrôler à peu près la composition de leur sac parce qu'ils choisissent ce qu'ils défaussent Mmh. et quand ils arrivent à faire des prédictions risquées, ce qu'ils piochent également. Mais s'ils volent le joueur au pochon le plus lourd, ils vont améliorer ses chances de mieux prédire au tour suivant puisqu'ils vont diminuer le nombre de couleurs de son sac également. Après le 7e tour, on compare le poids des pochons, le plus lourd gagne. Et évidemment, la mauvaise foi est fortement recommandée dans les opérations de pesée. Ah, mais est-ce que Voilà. les billes ont un poids différent selon la couleur? Non, 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 toutes les mêmes. Ah, parce que du coup, c'est le nombre de billes qui fait foi. Alors que s'il y a des billes Ah oui, qui sont plus grosses, pas forcément les mêmes couleurs d'ailleurs, hein, juste, il y a des billes qui sont plus grosses, il y a des billes qui sont plus petites, toutes les billes ne sont c'est vrai qu'on pourrait rajouter ce twist-là, ce serait rigolo. ouais et là, le concept de poids, prend tout son sens. Ouais, mais par contre, le truc, c'est qu'en revanche, t'as pas de moyen d'agir sur la taille de tes billets. Pas de moyen d'agir sur la tête. C'est-à-dire? Bah, moi, dans mon jeu, là, actuellement, tu agis sur les couleurs des billes Mmh mh. que tu peux éventuellement piocher ou défausser. Mais par contre, ça va juste être que les gens qui piochent dans les pochons adverses, ils vont juste piocher les grosses billes. C'est juste ça. Non, tu pioches que les petites billes justement pour que les sacs des autres soient toujours plus lourds. Parce que c'est les sacs les plus lourds qui se font piocher. Ah!
Mais, D'accord. Ouais, ouais, pourquoi pas, mais toi, pourquoi pas, c'est un bon twist. t'auras envie de défausser que des billes lourdes, et du coup, les gens qui vont piocher des billes dans le sac du milieu, ils vont piocher que des billes lourdes. Et du coup, bah, c'est bien, t'as gagné une bille, mais c'est nul, t'as gagné une bille lourde. Ah, pourquoi pas, c'est pas mal du tout. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ce jeu-là? Parce que, j'étais très embêté, parce que j'ai jamais joué à un jeu de backbuilding et je voyais pas bien comment ça se mettait en place. J'ai fait des recherches, tu vois? J'ai vu, que les différents jeux, qui dominaient ce segment-là. Il y en a pas beaucoup d'ailleurs. Mais donc, j'ai un peu galéré. Je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas avoir un sac qui se vide?» Et tu dois essayer de l'empêcher de se vider plutôt que d'avoir un sac qui se remplit, qui est plutôt traditionnellement le principe de ce style de jeu. Et voilà, puis après j'ai fait des scripts Python, pour, trouver les probabilités, toutes les combinaisons possibles. Enfin, ça a été un peu l'enfer et finalement j'ai limité à ces, 6 combinaisons possibles-là, donc voilà, il y a pas de thème parce que j'ai pas d'idée de thème. Voilà. Je sais pas, je trouve que ça se suffit à lui-même, cette histoire de billes. Mmh? Ça pourrait être un thème avec des écoliers qui s'échangent des billes. Ouais, pourquoi pas, tout simplement. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé et je me demande même si, tu vois, un de ces 4, j'essaierai pas de le prototyper parce que ça m'a vraiment beaucoup plu, Ah à ouais, faire. moi, C'était vraiment je rigolo. trouve bien fun ton jeu. Voilà, voilà, voilà. Ça me fait un peu penser à Spellbook, même si ça n'a pas grand-chose à voir. Spepbook? Spellbook, Spellbook. un jeu, un forum de magie, un salon de magie. Chacun doit montrer ses sorts, sachant qu'on a tous à peu près les mêmes. Et faut qu'on récupère des petits éléments magiques pour pouvoir lancer nos sorts. Les Mmh. éléments magiques étant dans un sac. Soit on prend les éléments magiques qui sont sur la piste, qui est visible, soit on pioche dans le sac, qui du Mmh. coup n'est pas visible, mais on pourrait déterminer certaine statistique selon ce qui est déjà présent, selon ce qu'on a Ouais. déjà défaussé. Il y a peut-être une petite mécanique, une micro-mécanique de bell building dans le building du Mmh. sac du milieu, encore que c'est très débattable. Et du coup, les sorts ont tout un effet, et plus t'as de sorts, plus t'as d'effets, et le but étant d'avoir cette sort activée. Mais j'ai l'impression que c'est un style de jeu qui marche bien avec la magie, parce que je crois qu'un des principaux représentants de backbuilding, c'est Orléans, si je me trompe pas. Et ça a l'air d'être un Mhm. jeu de magiciens et de potions et de trucs comme ça. Ah bah j'ai jamais joué à Orléans. Moi non plus, donc je vais. Non, tout le monde sait que la magie, ça marche avec des sacs, hein. Bah oui, oui, bien sûr. Moi j'ai un ami magicien, sans son sac, il peut rien faire. Non, mais je fais peut-être des bêtises, parce que je suis en train de regarder le plateau de jeu et ça a pas du tout l'air d'être ce à quoi je pensais. Je dois confondre 2 jeux de backbuilding. Je suis désolé, j'ai dit des bêtises. Eh ben, chers auditeurs, si on dit des bêtises, dites-le nous en Ah oui, commentaire. bien sûr, dites-le nous en commentaire après avoir mis 5 étoiles, évidemment. Ou 4, hein, on n'est pas des monstres, hein, on a cette critique. Tout à fait. Pas moins. Ouais. D'ailleurs, personne n'a encore mis de commentaire pour recevoir notre superbe cadeau promotionnel de Kodo 63. N'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé, envoyez-nous commentez, on vous enverra un message privé pour savoir comment faire pour vous envoyer notre petit cadeau. Voilà, toujours disponible. Très bien, belle opération de promotion. Lâcher commercial, hein. Ben non, mais tu as tout à fait raison et à propos de promotion, voilà le moment venu pour nous, de faire la promotion d'autres jeux, Tout à fait. avec le jeu qui nous fait de l'œil. Et oui, et oui, et oui. Moi, j'ai 2 jeux qui me fait de l'œil. Allez. Je voulais parler de 2 jeux, dont un jeu qui me fait de l'œil, mais que j'ai joué, du coup. Parce que je trouve que on n'a pas forcément de moment de parler de jeux qu'on a joués, et j'aimerais revenir dessus. C'est Earthbound Ranger, j'en avais parlé dans le premier épisode de notre podcast. Et finalement, bah, je l'ai testé avec ma compagne. Merci à elle, car je pense qu'on a passé tous les deux un très bon moment. Un jeu de rôle dans une boîte, tout en un, avec des mécaniques extrêmement simples. On a 4 attributs, qui est la vigueur, l'endurance, 2 autres dont j'ai déjà oublié. On doit faire des tests qui met en jeu un de ces 4 attributs, sachant qu'on a un nombre de jetons disponibles pour chaque attribut, 3, 2 ou 1, et qu'on doit dépenser pour chaque test. Et à chaque fois, il y a une carte qui va rajouter plus un ou moins un à la valeur de ce qu'on avait prévu, qu'on va réussir ou échouer le test. Le jeu est très thématique. C'est un jeu qui se passe dans un monde pseudo-futuriste
où la nature a repris ses droits, où nous redécouvrons du coup la nature parce que l'humanité s'est ostracisée pendant pendant plus d'un millénaire pour que la planète reprenne un petit peu de force parce que la planète était sur le point d'être détruite. Chose qu'on ne fera pas dans le monde d'aujourd'hui, hein. Bien sûr que non. C'est un jeu, faut pas abuser non plus. Du coup, on redécouvre le monde, on redécouvre un petit peu ce qui se passe et les dangers, parce que les animaux ont un peu évolué aussi, ce qui fait qu'ils sont un peu dangereux et pas particulièrement farouches envers les êtres humains. Ben pour l'instant, on a fait qu'une partie. Peut-être l'histoire est un peu plate. Après, c'est sans doute le début. Peut-être que ça va monter crescendo. En tout cas, j'ai bien aimé la partie. Et je crois que tu oublies de dire quelque chose, c'est que je regardais le matériel, pendant que tu en parlais et c'est un jeu, mais incroyablement beau! Ah oui, il y a du matériel, hein. Ça, pour le coup, on n'est pas floué là-dessus. Hein, il est magnifique. Le jeu se compose presque exclusivement que de cartes et de petits jetons. Mmh. Les mécaniques sont peut-être compliquées à comprendre au début, mais dès qu'on a compris, dès qu'on a fait une première partie, ça roule, c'est fluide. C'est un jeu legacy ou pas du tout? C'est un jeu legacy, c'est même un jeu tellement legacy que tu peux jouer le jeu presque infiniment. Bon, après, à un moment donné, tu auras fait le tour des cartes, mais il y a des extensions qui rajoutent des missions, qui rajoutent des actions, sachant qu'en plus, ben, les différentes quêtes peuvent se générer un peu aléatoirement, puisque tu dois mélanger un paquet de cartes de quêtes de personnages, où c'est vraiment complètement au hasard, et donc avoir des rencontres un peu fortuites. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un jeu legacy pour nos auditeurs, Et bien sûr, un jeu Legacy, c'est un jeu où si une partie prend peut-être 30 minutes, 1 heure, 2 heures de votre temps, chaque partie compte dans la finalité globale du jeu. Et du coup, il va y avoir une continuité entre chaque partie. On peut différencier les jeux Legacy des jeux à campagne. Les jeux Legacy étant des jeux où la boîte est une partie pleine et entière, et après avoir fini le nombre de parties prévues par la boîte, vous pouvez l'acheter. Elle ne servira plus à rien. Il y a parfois du matériel qui est à usage unique, il y a parfois du matériel qu'il faut déchirer. Si vous nous gardez le matériel, de toute façon, vous aurez ouvert des paquets, vous aurez fait des choses, vous aurez collé des étiquettes, qui fait que le jeu n'est plus rejouable. Un jeu à campagne, dans le même principe, le jeu est réinitialisable et donc rejouable. c'est très clair. Dans les jeux Legacy, qu'est-ce qu'on peut citer? Moi, je peux vous citer Seafall, je peux vous citer Le Dilemme du Roi. Ce sont 2 jeux très bien. Après votre partie de Legacy, les boîtes sont à jeter. Et dans les jeux à campagne, on peut citer les Unlock, qui, bon, après avoir joué, vous pouvez le passer à vos amis, mais passable. Ou les Behind, ou encore le futur de Arx, la campagne qui est l'extension. Peut-être qu'un jour, on aura comme thème dans notre émission, les jeux legacy. Je crois que c'est une des questions, qu'on a dans notre pool de questions. Tout à fait. Et toi donc, tu avais un jeu qui te faisait de l'œil? Oui, mais ah oui, oui, parce et après tu feras ton deuxième. Alors, j'ai parlé au premier épisode de mon envie très forte de jouer plus souvent aux jeux de rôle. Mmh. Mais j'ai également expliqué que actuellement, j'avais des enfants qui étaient petits et que donc j'avais pas toujours le temps, que j'avais pas toujours les gens pour jouer avec moi, que c'était pas toujours très facile. Comment faire dans ce cas, quand on n'a pas le temps d'adhérer à une association ou d'avoir des gens autour de soi qui sont facilement réunissables? Et ben, ma première solution, ça a été d'initier une table de jeu de rôle avec des gens très proches, familialement, en me disant: «Bah, comme ça, ils pourront pas se carapater ceux-là. Ceux-là, ils sont bloqués avec moi jusqu'au bout». Mais même comme ça, d'ailleurs cette table dont tu fais partie, Mmh. elle est en pause forcée parce que les enfants sont petits et pour l'instant, c'est compliqué d'avoir une soirée, qui ne soit pas trop aléatoire. Et donc, l'autre solution, c'est de jouer avec, mon garçon de 6 ans qui commence tout doucement à être capable de jouer aux jeux de rôle. On en a déjà testé 2. Un jeu que tu nous as offert, cher magnifique, qui s'appelle Mon premier jeu de rôle. C'était édiqué par Don't Panic Game, un éditeur que je connais pas trop. Ils ont un hit qui s'appelle Final Girl, mais ils ont un gros catalogue de plein de jeux. Et donc mon premier jeu de rôle, c'est une collection de petits scénarios avec un système de jeu vraiment très simple. Tu as 4 stats qui vont de 1 à 3 pour les personnages. Tout le matériel se découpe, se colorie, voilà, c'est très mignon, des graphismes un peu génériques, mais c'est une première approche, donc c'est pas très grave. J'ai testé un super jeu, de rôle pour enfants qui s'appelle Petit détective de monstres, édité chez La Loutre Rôliste. Donc La Loutre Rôliste, c'est un éditeur de jeux de rôle en France, qui est très bien. Tu joues une équipe qui est chargée de chasser des monstres qui mettent le bazar dans des maisons.
Grosso modo, tu as une quinzaine de monstres avec leurs caractéristiques et chaque maison que tu visites, c'est une mise en scène des caractéristiques des monstres et les gamins doivent, résoudre l'énigme. Ah bah tiens, s'il a laissé traîner les chaussettes, c'est caractéristique de tel monstre et cetera et cetera. Et après, ils doivent élaborer une manière de l'attraper. Ils ont du matos qu'ils conservent de mission en mission et cetera. C'est un super jeu, mais il manque de scénario. C'est-à-dire qu'il faut vraiment soit trouver une banque de scénarios, il y en a quelques-unes, soit il faut fabriquer les tiens, c'est pas toujours très facile. Longue introduction que je viens de faire, c'est pour te dire que maintenant que mon fils a un peu grandi, je songe à acheter un nouveau jeu de rôle pour lui et j'ai jeté mon dévolu sur une des stars actuelles du jeu de rôle en France, qui est, Donjons et Chatons chez Black Book Éditions. Donc Black Book Éditions, c'est le leader du jeu de rôle en France, c'est d'ailleurs l'éditeur du magazine de jeux de rôle Cassius Belli. Ça coûte 45 balles, c'est pour ça que je l'ai pas encore acheté. C'est réalisé par 4 personnes, Clément de Ruyter, John Grumpf, Trikitoff et Félix. C'est passé par financement participatif sur Game on Tabletop et ça a l'air vachement sympa. En gros, c'est du post-apo mignon. Tous les humains ont disparu, ils sont remplacés par des animaux qui les imitent et qui utilisent de la magie, avec une règle qui gouverne le monde des animaux. Un animal qui parle ne mange pas un animal qui parle. Et donc pour les 45 €, tu achètes le livre Donjons et Chatons, qui contient la présentation de l'univers, des classes de personnages, les règles du jeu, des conseils pour mener une partie, quelques pré-tirés, donc les pré-tirés, c'est des fiches de personnages qui sont déjà construits, et 4 scénarios d'initiation. Donc c'est pas mal et c'est un des jeux qui me fait de l'œil. Bah, ça a l'air tout mignon, je regarde le matériel là. Mais ça a l'air trop sympa. Ouais, mais il me semble avoir vu un petit réel ou TikTok qui disait que même pour les adultes, Donjons et Chatons, ça passe. Ouais, 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 mais je vois bien ça comme un jeu, où, je peux y jouer tout seul avec lui, tu vois? Et puis de temps en temps, comme c'est un jeu qui a l'air, assez flexible et ben, si sa mère est dispo, on joue un petit peu tous les 3 et puis, si, un tonton ou une tata vient et ben, on peut l'intégrer et puis il revient pas au scénario suivant. Enfin, tu vois? Ça a l'air très chouette comme ça, Ouais, c'est Bon, de toute façon, en vrai, on fait ce qu'on veut, mais, je pense que ça peut être bien. non, ça a l'air très sympa, hein, c'est très coloré, ça attire bien l'œil, ça attire bien le regard, hâte de découvrir ça. Ouais, et puis ça a des bonnes valeurs, tu vois? Écologistes, tolérance, c'est très, très bien. Très l'air du temps. Et ben, ça fait une très belle transition pour le jeu que moi je voulais parler. C'était le jeu Limite, un jeu où vous prenez les rênes d'un pays à l'échelle mondiale et traversez jusqu'à 7 générations, à moins que les crises mondiales déclenchées par les autres joueurs ne mettent prématurément fin à la partie. Du coup, on prend la tête d'une nation entre 1850 et 2060, dans un monde où, surprise, les ressources sont finies. Inspiré par le célèbre rapport sur les limites de la croissance, le jeu n'impose rien. On peut être un capitaliste forcené, un communiste convaincu, un pacifiste Mmh. écolo. Je propose même que s'il y a il y a des ressources ou des points de victoire qui sont trop fortes, que les joueurs se mettent d'accord entre eux pour faire en sorte que ces points de victoire-là, enfin que ces conditions-là rapportent moins de points de victoire. C'est un jeu dont je voulais parler parce que déjà le thème a l'air sympa, le jeu a l'air sympa, et c'est le dernier jeu de Ludonote, un éditeur qui est là depuis relativement longtemps et qui a décidé de plus faire de jeux car trouve que il y a une surproduction du jeu Mmh. et au lieu d'être acteur de cette surproduction, veut agir dans le monde du jeu différemment. Comment vont-ils agir différemment? Ça, s'ils le disent, j'ai pas encore tout bien compris. En tout cas, c'est un peu leur jeu d'adieu, la limite qu'ils se sont imposés. Oh, Oui, et oui, quelle écriture! c'est aussi un podcast littéraire. Et c'est un jeu auquel bah, je voulais ne serait-ce qu'en parler pour leur faire un peu de la pub parce qu'ils le méritent bien. Franchement, bravo à l'éditeur, quel courage et par contre, je suis en train de regarder le matériel du jeu, mon gars, mais ça a pas l'air d'être un Ouais, petit jeu. non, c'est un jeu expert, il y a 40 pages de règles, c'est écrit fin, hein. Je vois ça, je vois ça, effectivement. C'est pas un jeu que tu fais tous les jours. Mais le jeu coûte pas si cher. Je l'ai vu à 50 €. Ah oui, pour le nombre de pions et de cartes et de pistes, c'est bien. Ouais,
pour le matériel, pour la difficulté du jeu. Parce que autant le matériel c'est une chose, autant faire un jeu expert qui fonctionne, il y a des heures et des heures de tests à faire derrière. On Mmh. sort pas un jeu expert comme un jeu, comme on sort un petit jeu d'ambiance, hein. Il y a un travail éditorial de fou malade, en plus du matériel qui a son prix. Tout à fait. Non, bah, écoute, merci, c'est un jeu qui était complètement passé sous mon radar et il a l'air vraiment très chouette. Petit aparté pour Hopla, un autre éditeur qui se donne les moyens de faire des jeux locaux. C'est-à-dire que tout est créé en France avec des produits dans la mesure du possible écolo ou en tout cas produits de façon éco-responsable, qui avaient des difficultés, qui avaient fait un Kickstarter. Ce podcast sort beaucoup trop tard pour leur en faire de la pub, je m'en excuse. Mais qui du coup ont réussi leur Kickstarter, qui ont récupéré 68 millions, non, 68 000 euros sur les 8 000 demandés. Ah oui. Sachant comment fonctionne Kickstarter, où on demande souvent qu'un dixième Mmh. de ce qu'on veut vraiment pour pouvoir, ne serait-ce qu'avoir vraiment le financement. J'espère pour eux que ça va suffire et qu'ils vont pouvoir s'en sortir, parce que la boîte était en difficulté. Mmh. Du coup, si vous voulez soutenir, achetez des jeux au plat. Qu'est-ce qu'on fait comme pub gratuite dans ce podcast? Bah, écoute, peut-être un jour on recevra des petites boîtes, hein, qui sait? Ouais, ouais, c'est tout le mal que je nous souhaite, hein. Si des éditeurs nous écoutent. Un petit mot de la fin? Petit mot de la fin, tortue. Hem, Framboise. Eh bien, au revoir tout le monde, au revoir Richard, au revoir tous ceux qui nous écoutent, les deux Oui, oui, habitués, c'est hein. ça. Merci à vous 2 encore une fois et merci. Merci Richard.